Est-ce que tout le monde m'entend, ça va? Oui. Bien, merci. Alors, non pas que je veuille absolument parler de mon cas, mais effectivement, donc, la présentation était erronée dans l'Assemblée générale. J'ai pris la décision depuis septembre de reprendre mes études, une décision assez complexe dans ma configuration familiale et personnelle, mais donc je suis doctorant en études politiques depuis septembre dernier, et par ailleurs également cofondateur et membre du comité de rédaction d'un média qui s'appelle Yaani.fr, certains ici connaissent peut-être, qui est un collectif de chercheurs spécialisé vraiment sur Israël-Palestine et qui essaie en fait de donner une information la plus juste possible sur cette région. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter, c'est entièrement gratuit, et à suivre nos travaux et à les relayer sur les réseaux sociaux. Bien, donc la conférence va durer à peu près 40 à 45 minutes afin qu'on ait un vrai temps d'échange et de débat jusqu'à 18 h d'après ce qu'on m'a expliqué. Ce matin, en essayant un petit peu de rechecker l'actualité avant de venir vous voir, il y a 3 éléments qui me sont arrivés dans mon fil d'actualité qui sont à mon avis importants pour entamer cette discussion. Le premier, c'est que nous avons appris que les négociateurs israéliens sont repartis du Caire face au refus du Hamas de signer la deuxième phase de trêve, sauf que ce titre ne dit pas grand-chose du détail. Le détail, c'est qu'en réalité, donc, le Hamas estime que la trêve, en fait, elle a déjà été signée il y a de ça quasiment un mois et qu'il faut maintenant mettre la deuxième phase en place et qu'on n'a pas à renégocier une deuxième phase. Les Israéliens, eux, considèrent qu'il faut recommencer pour renégocier d'autres conditions sur la deuxième phase. Et surtout, là où ça bloque, peut-être certains ont vu l'actualité, normalement, samedi, devaient être libérés 672 prisonniers palestiniens. Une partie seulement, le Hamas considère qu'il y a toute une partie qui n'a pas encore été libérée et que, voilà, c'est ça, et que du coup, tant qu'ils ne sont pas tous libérés, il y a un problème à ce que les négociations puissent se tenir. Et puis la dernière information qui du coup s'est un peu croisée, on sait apparemment du côté israélien qu'il y a un plan qui est préparé en cas de non-renouvellement de la trêve. 50 000 soldats israéliens seraient préparés, ou en tout cas auraient reçu la consigne de se préparer pour une nouvelle offensive en direction de la bande de Gaza. Donc, ce qui nous paraissait complètement improbable, du côté israélien, il y a des plans qui sont préparés. Est-ce que c'est juste pour faire pression, pour faire un coup de communication? En tout cas, on sait qu'il faut se tendre absolument à tout. Dans ce temps qui m'est donc donné, je vais passer par 3 éléments qui me paraissent les plus importants. Donc, vous n'attendez pas forcément à une analyse précise et détaillée, ce sera plutôt un panorama global. Le premier, ce sera un regard concret de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, puis essayer de voir un petit peu quelles sont les dynamiques à l'œuvre dans ce que j'appelle le deuxième point qui s'appelle liquider la Palestine. Vous verrez pourquoi j'appelle ça, pourquoi j'ai donné ce titre-là. Et enfin, le troisième point qui me paraît être le plus important aujourd'hui, c'est de se demander si est-ce qu'on n'est pas face à Israël, une puissance sans limite dans la région. Vous verrez pourquoi est-ce que je viens sur ça. Alors, panorama de la situation, je mets retour à 1948 parce que je crois évidemment que jamais la question palestinienne, le peuple palestinien n'a été aussi menacé dans son existence que depuis 1948. On va prendre les 2 principales zones. La bande de Gaza, vous le savez, 60 à 70% du territoire a été détruit. Le système médical est complètement en chaos. Le système scolaire est complètement à rebâtir. Les chiffres, les derniers que j'ai eus du 25 février, qui sont ceux des Nations Unies, parce que ceux du ministère de la Santé palestinienne donnent des chiffres un peu plus élevés, mais ça corrobore à peu près. On a 48 000 victimes, 111 000 blessés, sans compter évidemment ceux sous les décombres. Et c'est là où il y a le chiffre, puisque le ministère de la Santé palestinien à Gaza estime qu'on a au moins 14 000 personnes sous les décombres, d'après le recensement qui est en train d'être effectué. On a 345 000 personnes qui sont en situation de catastrophe humanitaire, ça veut dire la famine, pour le parler de manière diplomatique, c'est la phase 5 des Nations Unies, 876 000 qui sont en urgence humanitaire. Et cette guerre à Gaza a causé 407 soldats israéliens qui ont été tués, c'est un chiffre qui me paraît important à mentionner. Depuis l'offensive terrestre israélienne dans Gaza, donc 407 soldats ont été tués, 2581 ont été blessés, et à l'heure où on se parle, vous savez que 39 otages israéliens sont toujours présents dans la bande de Gaza, dont 36 sont déclarés morts. Et donc c'est notamment autour de ça que devrait potentiellement avoir lieu la deuxième phase. Sur l'autre volet qui me paraît important, c'est la Cisjordanie, dont on parle de plus en plus.
la Cisjordanie, eh bien, entre le 7 octobre 2023 et le 1er mars 2025, vous avez eu 923 victimes palestiniennes et 40 000 déplacés. J'ai mis 2 graphiques ici parce qu'ils sont vraiment importants que vous ayez en tête. Ce sont des graphiques, pareil, des Nations Unies. Hein. C'est, à mon avis, la source la plus crédible qu'on puisse avoir aujourd'hui. Ça, c'est le nombre de morts en Cisjordanie. Donc là, depuis 2005. Et on voit ici qu'à partir notamment du 7 octobre 2023, on a évidemment une explosion. Mais déjà avant, hein, quand les médias s'intéressaient peu, la Cisjordanie était redevenue un lieu de mortalité importante pour les Palestiniens, avec plusieurs centaines par an. Ici, c'est l'autre point qui me paraît être majeur, c'est les attaques de colons. Vous savez qu'en Cisjordanie, vous avez à peu près 750 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie qui sont situés. Et donc, ces colons, une partie d'entre eux en tout cas, usent de la violence par tous les moyens possibles pour terroriser des Palestiniens. Et là, encore une fois, regardez, depuis 2006, on a donc un nombre annuel qui s'équilibre autour de 300 à peu près. Et à partir du 7 octobre, on voit qu'il y a une explosion, au point où aujourd'hui, hein, on en est à plus de 1800 attaques qui ont été perpétrées depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie. Ça donne un peu une perspective de la brutalité qui est en train de s'abattre complètement sur les Palestiniens. Une brutalité qui, au passage, les met dans une situation encore plus complexe puisqu'il n'y a aucune protection qui leur est faite. Dans la bande de Gaza, le Hamas n'est pas une force de protection des Palestiniens. Et en Cisjordanie, l'autorité palestinienne joue même un jeu très trouble puisque, à plusieurs reprises, on l'a vu ces dernières semaines, elle a participé, non pas forcément aux côtés des Israéliens, mais elle a participé à son échelle en tout cas, à une forme de répression des groupes armés palestiniens, considérant qu'ils allaient à l'encontre de son hégémonie politique en Cisjordanie. Donc c'est très compliqué le panorama qu'on a aujourd'hui et la configuration politique sur laquelle évidemment je vais revenir. La carte que vous avez là, c'est où situent principalement les différentes attaques de colons en Cisjordanie. C'est pour vous montrer qu'en fait elles sont très situées. C'est pour vous dire que ce ne sont pas en fait 700 000 colons qui attaquent tous les jours. C'est des colonies très précises où il y a des dynamiques religieuses et politiques qui sont imbriquées et qui font que ce sont des fanatiques qui habitent là. Et on a notamment autour de Naplouse, au sud autour de Hébron et au nord de Ramallah. C'est vraiment les 3 zones avec beaucoup d'attaques de colons qui sont récurrentes. L'autre volet, l'autre aspect évidemment, c'est l'aspect israélien. En Israël, vous avez depuis le 7 octobre 2023 une union militariste qui évidemment s'est effritée, vous l'avez vu, il y a des manifestations, c'est important, mais globalement, il y a un consensus assez large en Israël, et quand je dis assez large, vraiment, c'est un euphémisme, tellement ça dépasse l'entendement, autour de l'idée que finalement, la sécurité des Israéliens peut et doit passer par l'écrasement complet des Palestiniens. Il n'y a pas d'autre solution pour leur sécurité. Cette photographie, je pense, elle parle beaucoup, et c'est là évidemment. Et ce que j'ai mis à côté, c'est ce qui a été pour moi le moment assez intense et important. Pour ceux qui ne se souviennent pas de quand cette photographie-là a été prise, nous sommes le 5 ou 6 mai 2024. Le Hamas vient de signer l'accord de cessez-le-feu. Tout le monde pense que ça y est, ça va être en cours. À Gaza, les gens sont dans les rues, ils font la fête. À Tel Aviv, les familles d'otages sortent dans les rues en pensant que ça y est, c'est fait. Netanyahou repousse complètement l'accord, estimant que les conditions ne sont pas réunies, et il lance l'offensive sur Rafah. À ce moment-là, les Israéliens sortent dans la rue, enfin les Israéliens, ceux qui sont opposés à Netanyahou et pour un accord, sortent dans la rue. Ils bloquent la fameuse autoroute qui traverse Tel Aviv, donc c'est une espèce de périphérique, hein, si vous voulez. Ils arrêtent les voitures et ils vont écrire sur le sol cette phrase Rafah peut attendre, ils ne peuvent pas, ils les otages. Et en fait, cette phrase, elle est importante parce qu'il faut comprendre que même au moment de détresse totale en Israël, les gens qui vont manifester ne disent pas « stop la guerre ». Rafah peut attendre. Évidemment, depuis, on a eu une évolution assez importante du fait de différentes choses, notamment le fait qu'on voit bien que l'armée israélienne n'arrive pas à récupérer les otages. Et on a aujourd'hui, c'est vrai, hein, une majorité d'Israéliens qui sont favorables à l'arrêt de la guerre. Pour autant, quand on regarde les chiffres, c'est assez sidérant. 76% des Israéliens estiment que le plan Trump sur Gaza est à débattre et voire même légitime. 71% des Israéliens estiment que ce qui s'est passé à Gaza, c'est normal. Ça ne doit pas poser de questions juridiques. On est là face véritablement à une société qui est dans une bulle cognitive complète et qui ne voit pas à quel point est-ce que ce qui s'est passé côté palestinien, ça va laisser des traces, évidemment, pendant des décennies. Cette société israélienne, j'y reste un peu plus longtemps pour l'instant, on a toutefois des fractures assez vives dans ce pays, j'en donne quelques-uns. On en parle assez peu, mais il y a une véritable bombe sociale en Israël aujourd'hui.
le coût de la guerre dépasse l'entendement. 20% du PIB quasiment largué dans la guerre. Vous avez 60 000 entreprises israéliennes qui ont fermé. Vous avez des gens dans différentes zones qui n'ont plus de travail, parce qu'ils ont été déplacés, parce que certains ont été chassés de leur maison après le 7 octobre et ils n'ont plus de travail. Ce qui fait qu'on a pour l'avenir une question sociale en Israël qui va devoir être résolue. Et comment ça va se passer, on ne sait pas, ça dépendra du Premier ministre. On sait que si c'est la droite qui reste au pouvoir, naturellement, ça va être des coûts budgétaires et donc potentiellement un phénomène de crise sociale encore plus important que ce qu'on connaît dans ce pays depuis un moment. Là où il y a encore une fois évidemment une fracture, c'est dans l'avenir de ce pays. Vous savez que les Israéliens sont divisés sur que doit être Israël, on l'a vu en 2023. La droite au pouvoir estime que le pays doit être entièrement entre les mains du pouvoir religieux, nationaliste, colonialiste. Le centre estime que Israël est bien le pays des Juifs, mais pour autant il faudrait qu'il y ait un peu plus de démocratie et disons d'équilibre. Entre les deux on pourra en discuter les différences, mais ceci dit, c'est pas refermé. La fameuse réforme de la Cour suprême israélienne, on a beaucoup entendu parler en 2023, pour ceux qui se souviennent, la volonté par Netanyahou et son pouvoir de limiter le pouvoir de la Cour suprême israélienne, le projet n'a pas été arrêté. Le ministre de la Justice actuellement en Israël estime qu'il attend le moment pour le relancer. Et que c'est pas maintenant, ce sera dans 6 mois ou dans 1 an. C'est toujours en cours parce qu'il considère que, quand je dis il, c'est la droite israélienne et les nationalistes, considèrent véritablement que le pays leur appartient. Ils sont majoritaires, ce qu'ils appellent, on va dire, les gauchistes, ce qui pour nous serait des gens de centre en réalité, mais pour eux c'est des gauchistes, c'est plus leur pays. Ils sont minoritaires, ils ont qu'à se soumettre ou partir. Et puis on a aussi l'autre point, qui non pas une fracture, c'est plutôt un consensus, mais il faut aussi le regarder, c'est qu'il y a aujourd'hui en Israël une très large majorité qui est fermement opposée à toute idée d'État palestinien. À la fois dans la société israélienne, et à la fois dans le Parlement israélien, qui représente normalement les intérêts des Israéliens. Les 2 grandes résolutions qui ont été votées ces dernières semaines donnent 90 députés israéliens qui se sont opposés à l'idée que des pays occidentaux reconnaissent l'État de Palestine, et on a 69 qui ont voté contre toute idée même d'État de Palestine à l'ouest du Jourdain. En gros, en Cisjordanie, il y a un État de Palestine. Évidemment, il y aura des Israéliens qui vont parler, notamment au sein de ce qu'on appelle la gauche sioniste ou le centre, de projets palestiniens, d'autonomie palestinienne, mais l'idée qu'on a, nous, d'un État pleinement souverain avec ses frontières, ça n'existe pas aujourd'hui dans le champ politique israélien. J'en veux pour preuve que les quelques ONG qui continuent à défendre mordicus les droits des Palestiniens sont aujourd'hui plus que jamais pris en tenaille. Il y a encore 3-4 jours, certains ont peut-être vu, il y a eu un communiqué qui est sorti de l'ONG B'Tselem, qui est l'ONG un peu équivalente de la Ligue des droits de l'homme en Israël, qui vient d'annoncer que 2 nouvelles lois sont en prévision à la Knesset pour, encore une fois, faire du tort à ces ONG-là. La première loi voudrait que toute ONG qui est financée par l'étranger, ce qui est le cas de quasiment toutes les ONG israéliennes de défense des droits des Palestiniens, serait taxée à 80% sur ces fonds venant d'étrangers. Et la deuxième, toute ONG qui collaborerait avec la Cour pénale internationale dans le cadre des mandats d'arrêt contre Netanyahou, eh bien, serait considérée comme, en gros, pour faire simple, excusez-moi, mais collaborer avec une entité qui essaie de faire du mal à Israël. Et donc, pourrait être sanctionné juridiquement dans ses moyens, dans son accès à l'information. Donc là, on a véritablement une limitation très claire en Israël, maintenant, de la liberté d'expression, qui avant était surtout limitée aux Palestiniens, et maintenant, les Juifs israéliens qui sont solidaires des Palestiniens sont aussi visés par toutes ces choses-là. Et encore, je n'ai pas le temps de revenir sur ce que subissent aujourd'hui les Palestiniens d'Israël. J'en dis quand même un mot parce que j'ai été sidéré depuis ces derniers mois. Je ne sais combien de fois j'ai entendu dans des débats télé ou à la radio, en Israël, regardez, les Arabes israéliens, parce que c'est comme ça qu'ils sont appelés, finalement, ils convergent avec les Juifs israéliens, ils manifestent même pas, ils ne sont pas révoltés aux côtés de ceux de Gaza ou de Cisjordanie. C'est pas qu'ils ne se révoltent pas, c'est que depuis le 7 octobre, il y a 300 Palestiniens d'Israël qui ont été incarcérés pour des posts sur les réseaux sociaux, des étudiants ont été virés d'université, vous avez des universitaires qui ont été mis 1 ou 2 nuits en prison parce qu'ils ont pris des positions contre Israël et contre la guerre à Gaza, ils sont sortis à manifester. Le reste de la population a bien compris qu'il vaut mieux se mettre de son côté et pas faire trop de bruit actuellement. Après, on pense qu'on veut de l'attitude, mais en tout cas, c'est la situation qu'on a aujourd'hui, évidemment, en Israël. J'y viens donc à mon deuxième aspect, qui est ce que j'appelle liquider la Palestine. Cette idée de liquider la Palestine, il faut comprendre d'où ça vient. Vous le savez, on l'a beaucoup expliqué, mais je le redis s'il y a besoin.
depuis 15 ans quasiment, la stratégie d'Israël, d'abord sous Sharon et après par Netanyahou, c'était de considérer que la question palestinienne, on ne pourra pas la résoudre, on va donc l'invisibiliser, on va la faire disparaître complètement, on va faire en sorte qu'on ne parle plus des Palestiniens. Et ils étaient complètement parvenus. Par plein d'aspects, ils étaient complètement parvenus. Dans cette stratégie de faire disparaître les Palestiniens, Netanyahou avait trouvé un allié important en la personne de Donald Trump, afin de s'assurer que maintenant que les Palestiniens n'existent plus diplomatiquement, on va sceller des accords avec différents pays arabes pour véritablement sceller la fin de la question palestinienne. Et encore une fois, ils y avaient réussi. On l'a vu avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, Soudan en partie, où on a eu des accords qui ont été signés. Et pour la première fois de l'histoire depuis 1948, ces pays arabes ont signé des accords avec Israël sans que la question palestinienne ne soit mentionnée dans les accords. Pour ceux qui se souviennent, que ce soit l'Égypte en 1979 ou la Jordanie en 1994, les accords sont à chaque fois, font mention en tout cas de la question palestinienne à différents degrés. Là, c'est plus le cas, on l'oublie complètement. Mais en plus de ça, la stratégie de Netanyahou, c'est de dire, voilà, sur quoi repose la question palestinienne? Jérusalem, capitale partagée. Il faut le liquider. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va appeler nos alliés à transférer leur ambassade côté Jérusalem pour montrer que c'est terminé, il n'y a plus de débat, Jérusalem ne sera pas capitale partagée. Deuxième aspect de la cause palestinienne, c'est quoi? Les réfugiés. 50% des Palestiniens sont des réfugiés. Comment on peut faire en sorte de liquider la question des réfugiés? On va détruire l'UNRWA, l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés. Et on a vu sous Trump, premier mandat, à quel point les fonds ont été en partie coupés à l'UNRWA. Et quand vous entendez depuis maintenant, le 7 octobre 2023, toutes ces enquêtes qui sont faites apparemment pour montrer que l'UNRWA collaborait avec le Hamas, machin, qui sont en grande partie complètement de la fumisterie, et on y reviendra après si vous voulez dans le débat, ça n'a qu'un seul objectif, c'est assurer la continuité de oublier complètement la question palestinienne via les réfugiés. Supprimer l'UNRWA, en grande partie, c'est supprimer le fait que les Palestiniens, en tant que réfugiés, aient le droit d'avoir leur retour ou à indemnité. Et ça, je crois que c'est important. C'est important parce que le troisième aspect qui pose la cause palestinienne, c'est évidemment l'enjeu de l'État. La bande de Gaza s'est détruite, donc ce n'est pas viable pour accueillir un État aujourd'hui, en l'État en tout cas. Et la Cisjordanie, eh bien, comment on fait pour faire en sorte que ce ne soit plus du tout un lieu d'État palestinien? On va annexer. Et l'annexion, évidemment, la stratégie centrale que veut mettre en place le gouvernement israélien, c'est dit et c'est annoncé, et ils espèrent que sous Trump, ils vont pouvoir avancer encore plus vite, encore plus loin. Hier, pas plus tard que hier, le journal israélien Haaretz annonçait qu'une loi devrait être proposée prochainement à la Knesset, visant à étendre les frontières du Grand Jérusalem. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vais me lever, ce sera plus simple quand même. Donc, Jérusalem, donc, au niveau du droit international, vous avez ici Jérusalem-Ouest, Jérusalem-Est qui est ici, donc qui est censé être normalement le lieu où l'État de Palestine aurait sa capitale, sauf que depuis 1980, Israël considère que tout Jérusalem est sa capitale indivisible. On ne peut plus diviser. Et donc, qu'est-ce que fait Israël? Il y a des colonies qui sont construites du côté est de Jérusalem, donc Malé Adumim, ici. La E1, c'est la dernière partie de la terre qui a été saisie récemment. Alors, il y a des grosses batailles avec des Palestiniens, parce que, évidemment, les Palestiniens comprennent bien que si cette terre est saisie, c'est pour que ce soit des colonies. Ce qu'il y a en rouge, c'est le mur, que vous connaissez sûrement. Et l'enjeu pour la municipalité de Jérusalem, c'est d'agrandir les frontières du Grand Jérusalem en allant jusqu'à prendre Malé Adumim ici. Si vous regardez, en fait, c'est pour faire un arc de cercle pour entourer et pour, encore une fois, annexer des territoires et s'assurer que la question de Jérusalem ne soit plus une question finalement, on ne puisse plus partager du tout cette ville. Le souci qu'on a face à cette politique, c'est qu'il n'y a actuellement quasiment pas de point d'appui côté israélien. C'est à mon avis la grande tristesse de la question palestinienne. Il y a évidemment une nécessité côté israélien de renverser Netanyahou, parce que c'est un pouvoir religieux, liberticide, tout ce qu'on veut, mais pour autant, la question palestinienne n'est pas du tout prise en compte. Récemment, dans un entretien que j'ai pu faire, on me posait des questions, encore une fois, sur le camp de la paix et la gauche sioniste, qui disaient, mais en fait, vous ne comprenez pas à quel point même la gauche sioniste israélienne, ce qui existe, ça n'est plus du tout quelque chose qui peut avoir une emprise politique sur la question palestinienne. Vous avez des militants de la gauche sioniste qui vont vous parler, par exemple, de Judée-Samarie, et pas de Cisjordanie, considérant que la Cisjordanie, en fait, c'est aussi en partie aujourd'hui un État, une zone en tout cas israélienne. La paix maintenant, qui est la grande ONG historiquement normalement en Israël d'aller vers une espèce d'idée de deux États, etc. La paix maintenant, certains de ces communiqués, si vous les lisez bien, Jérusalem, il n'y a pas Est et Ouest. Ils parlent des colonies de Jérusalem-Est
comme faisant partie de Jérusalem, comme des villes israéliennes. Il n'y a même pas le fait que non, ce sont des colonies. Le droit international est complètement bafoué ici. Tout à l'heure, je parlais de la bombe sociale israélienne. C'est aussi c'est important. Ce qui aujourd'hui incarne la gauche sioniste israélienne, sur cette question sociale, elle n'a quasiment pas de mots, elle ne dit rien. Et donc on a un boulevard complet qui est laissé à la droite et au centre, hein, comme on pourra en parler après, et à des gens qui concrètement, sur la question palestinienne, la seule différence, ça va être est-ce qu'on annexe tout, ou est-ce qu'on laisse un peu quelques miettes, et on y se débrouille avec ce qu'on leur laissera. Le seul point d'appui qu'on a, c'est la fameuse gauche radicale israélienne, hein, que vous connaissez sûrement. Politiquement, c'est le Parti communiste israélien, toutes ces ONG qu'on connaît, associations qu'on connaît, mais ils représentent aujourd'hui assez peu de personnes. Politiquement, aujourd'hui, il faut le regarder en face. Ceux qui continuent à vous expliquer qu'il faut espérer en Israël demain un changement ou pas, non. À l'heure qu'il est, dans la configuration, il n'y en a pas. Il faut se le dire. Et c'est le drame, à mon avis, qui fait qu'il n'y a pas de point d'appui concret. Pourtant, il y a des personnes avec qui on peut parler, avec qui il faut aller, mais c'est assez peu. La photographie que je vous ai mis là, c'est le grand événement qui a eu lieu le 1er juillet à Tel Aviv, qui s'appelait It's Time. Alors c'était très bien, It's Time, ça veut dire c'est l'heure de faire la paix. 6000 personnes réunies dans une des plus grandes salles de Tel Aviv, incroyable. Sauf qu'au bout de 3 heures de congrès, personne dans la salle n'a dit comment on faisait pour faire la paix. Voilà. Par contre, le mot paix a été répété 70 fois en l'espace de à peu près, je crois que c'était 3 ou 4 heures, enfin c'était très long, mais bref, c'est pour vous dire à quel point est-ce que la volonté de paix ne part pas du principe que la paix passe par un État palestinien. Non. La paix, ça va être, on verra ce qu'on fera avec eux. Pour l'instant, en tout cas, il faut les écraser, et après, on verra ce qu'on fera avec ceux qui resteront et avec ceux avec qui on voudra bien nous parler. Sur cette question également, donc les chiffres, j'ai donné de soutien. Là où il y a en revanche un vrai souci sur la question israélienne, c'est qu'il y a un décrochage au niveau des autres populations juives à travers le monde. Par exemple, 76% des Israéliens disent qu'ils sont d'accord avec le plan Trump à Gaza. 2 tiers des juifs américains s'y opposent fermement et considèrent que Trump est un adversaire de la paix au Proche-Orient, là où vous savez que Trump a fait quasiment 75% de plébiscite dans la population israélienne quand il y avait les sondages de préférez-vous Biden ou Trump. Ça aussi, c'est une donnée importante. C'est qu'on a un pays qui est en train de s'isoler, d'une partie en tout cas, d'associations et de populations qui sont censées avoir un lien, en tout cas, de soutien, de solidarité. Évidemment, on ne va pas épargner non plus la question palestinienne, parce que si la Palestine peut être liquidée, c'est aussi parce qu'il y a une part de responsabilité palestinienne. Les Palestiniens, aujourd'hui, sont plus divisés que jamais. Le Hamas, j'y viendrai à ce point-là, évidemment. Le Hamas, au-delà du 7 octobre, les critiques commencent à monter. On a vu quelques-unes pour ceux qui suivent de leaders du Hamas qui sont à l'étranger, ou même au sein de la population de Gaza, qui considèrent que bien là, c'est une gestion tout de même de la bande de Gaza qui est à revoir, puisque c'est complètement détruit. Au-delà du fait que c'est Israël qui est responsable des destructions, il y a une question politique, stratégique à poser, naturellement. Et sur cet enjeu-là, le Hamas a déjà annoncé, déjà avant octobre 2023, mais là il a réaffirmé de nouveau, le Hamas dit qu'il ne veut plus gérer la bande de Gaza, du moins pas seul, qu'il est prêt tout à fait à laisser le Fatah ou une coalition venir gérer la bande de Gaza à une condition, ça doit être des Palestiniens. Le Hamas s'oppose fermement à l'idée que des pays arabes viennent s'installer aujourd'hui dans la bande de Gaza. Je dis ça parce que l'opposition à Netanyahou, donc Benny Gantz et Yair Lapid, pour ceux qui suivent un peu les personnes politiques en Israël, leur plan pour Gaza c'est celui-ci. Gantz et Lapid n'arrêtent pas de réaffirmer, nous on a une idée pour Gaza, elle est mieux que celle de Netanyahou, il faut demander à l'Égypte de faire une perfusion sur Gaza pendant quelques temps. Évidemment ce temps, on ne sait pas ce sera combien de temps, mais bref. Donc c'est pour dire à quel point il y a une manque complet de créativité, et surtout il y a un refus de considérer que l'État de Palestine doit exister. Sur cette question palestinienne, quand je dis qu'il y a une responsabilité, eh bien, c'est qu'on a à l'inverse côté autorité palestinienne, un Mahmoud Abbas qui est complètement décrédibilisé, qui s'accroche au pouvoir pour des raisons qui sont à discuter dans le débat, mais en tout cas il s'accroche au pouvoir. Et il y a 2 épisodes récents qui nous montrent à quel point est-ce que malheureusement on ne peut même pas attendre aujourd'hui des Palestiniens et de leurs représentants politiques un avenir. Le premier, peut-être certains ont vu, les Palestiniens, quand les Palestiniens c'est les représentants politiques, hein, donc Hamas, les marxistes, le Parti communiste, le Fatah, enfin toutes les factions palestiniennes, ont fait 3 rencontres en 2024. Ils en ont fait une à Moscou, une à Pékin, et je crois une deuxième aussi à Pékin ou à Moscou également, excusez-moi, mais ils en ont fait 3. Dans ces 3 rencontres, à chaque fois, le communiqué final était «
encourageant. Unité palestinienne, on recrée un mouvement ensemble et on va gérer la bande de Gaza ensemble. Sauf qu'après la troisième rencontre, sans forcément qu'on comprenne bien pourquoi, Mahmoud Abbas a décidé de nommer M. Mustafa Mohamed Premier ministre d'autorité palestinienne. C'est un technocrate candidat. Et quand le Hamas a expliqué que, enfin pas le Hamas d'ailleurs, le Hamas et d'autres partis palestiniens, notamment des opposants historiques au Fatah en Cisjordanie, ont exprimé le fait que ce n'était pas très démocratique de nommer quelqu'un alors même qu'on est censé faire une union entre nous, le Fatah, de Mahmoud Abbas, a répondu de manière très forte, ça s'est attendu cette réponse, a dit « Vous n'êtes plus, vous le Hamas, légitime pour vous exprimer, vous répondez à un agenda étranger, regardez ce que vous avez fait de Gaza. » C'est pour vous dire, à l'heure qu'il est, l'état de la situation. Plus récemment encore, avec l'arrivée de Trump, Mahmoud Abbas essaie par tous les moyens de rester légitime auprès des donateurs, hein, si vous voulez, et donc il a décidé de stopper, ce qui est une demande historique des Israéliens et des Américains, de stopper l'aide, les indemnités qui sont données aux prisonniers palestiniens. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, quand vous êtes une famille palestinienne, si quelqu'un de votre famille est prisonnier dans les jours de l'armée israélienne, vous avez une indemnité pour vous aider à subvenir à vos besoins. Parce qu'en l'occurrence, c'est souvent des hommes qui sont incarcérés et des gens qui sont en âge de travailler, donc l'indemnité est arrivée. Les Israéliens et les Américains demandent depuis très longtemps à ce que cette aide soit coupée, parce qu'ils estiment que c'est une prime au terrorisme. C'est comme ça que c'est présenté. Mahmoud Abbas, après l'arrivée de Trump au pouvoir, a considéré qu'effectivement, on va couper ce financement-là. Le ministre des prisonniers, Kadoura Fares, qui est pourtant issu du Fatah, a expliqué que c'était n'importe quoi cette décision, puisque c'était à l'encontre de la cause palestinienne. Il a été limogé. C'est pour vous dire, là, à l'heure qu'il est, la situation palestinienne qui est complètement dans une espèce de impasse totale. Sur cette situation d'impasse, il y a une initiative sur laquelle j'ai, je vous avoue, assez peu C'est important, mais pour l'instant, on ne voit pas comment ils pourront avoir une emprise. Ce sont les Palestiniens de la diaspora, qui sont menés notamment par Azmi Bishara. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un historique, un politique palestinien, qui est maintenant basé à Beyrouth. Et Azmi Bishara a lancé cette initiative qui s'appelle la Conférence nationale palestinienne et qui réunit des Palestiniens de toute la diaspora, donc de tous les pays où il y a des Palestiniens dans le monde, pour, donc je cite, créer une Palestine unifiée et reconstruire l'OLP sur des bases démocratiques. Ils ont tenu leur événement récent à Doha, au Qatar, dans l'idée en fait de lancer quelque chose. Il y a un problème central, c'est que s'ils n'ont pas d'entrée dans les factions palestiniennes concrètes, comment ils pourront imposer quoi que ce soit? Mais l'idée est là en tout cas, c'est de créer une nouvelle Palestine, en tout cas un renouveau. Puisqu'il faut se le dire entre nous, tant qu'il n'y a pas d'unification palestinienne et de mouvement politique palestinien qui peut parler au nom de tous les Palestiniens, c'est un boulevard complet pour toutes les personnes qui veulent liquider la cause palestinienne. Ça me paraît évidemment être évident sur ça. On en vient à la troisième partie qui est donc Israël, une puissance sans limite. Et volontairement, j'ai mis cette photographie-là, ces deux photos, parce que une puissance sans limite. C'est écrit Israël, une puissance sans limite, parce que, évidemment, le premier point d'inquiétude, c'est que sous Biden, il n'y avait pas évidemment de contraintes particulières à Israël, même si on pourra en discuter quand même. Là, on a une internationale réactionnaire et, disons le terme même, néofascisante, qui est en train d'essayer de remodeler complètement les dynamiques mondiales. Et sur la question israélienne, c'est un boulevard complet. Alors Elon Musk, vous le connaissez, mais celui à gauche, il me paraît plus intéressant aujourd'hui encore. Steve Bannon, c'était l'ancien conseiller de Trump à la Maison-Blanche. Pour ceux qui ne savent pas, Steve Bannon, quand Trump arrive à la Maison-Blanche, il a une stratégie qu'il a toujours soutenue, c'est qu'il souhaite que l'Union européenne soit complètement brisée par l'arrivée au pouvoir de forces d'extrême droite. Donc Marine Le Pen en France, l'AfD en Allemagne et d'autres ailleurs. Et Steve Bannon a été, à ma connaissance, l'un des premiers à théoriser l'idée que pour que ces partis d'extrême droite en Europe franchissent le fameux seuil qu'ils n'arrivent pas à franchir, ils doivent absolument se mettre dans la direction américaine de soutien à Israël. Ce sera le moyen pour eux de faire oublier entre guillemets leur passé et leur aspect antisémite. Parce qu'aujourd'hui, leur stratégie réactionnaire, c'est l'islamophobie. C'est de considérer qu'en fait, on est une force mondiale qui fait face aujourd'hui à un monde musulman, renouveler ses troupes et complètement fragilisé. Le Hezbollah a été frappé en son cœur comme rarement dans son histoire. Et à l'inverse, on a l'État iranien qui est plus que jamais mis de côté du fait justement de cette espèce de toute-puissance israélienne. Comprenons-nous bien ici, je reprécise mon propos évidemment,
il ne s'agit pas de considérer que ces forces que j'ai mentionnées, que ce soit le Hezbollah au Liban ou l'Iran, sont des organisations particulièrement progressistes et alliées de la cause palestinienne. Je parle de rapport de force dans la région. C'est important à prendre en compte, parce que ce qui se passe aujourd'hui, où on a l'État d'Israël qui se permet d'envahir le sud Liban, d'envahir une partie d'État syrien, sans même considérer que c'est un problème, et bien là, vous avez face à vous une force qui estime qu'elle n'a aucun problème, parce qu'il n'y a pas de force de civilisation en face d'elle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'est-ce que ça va créer, ce phénomène de toute-puissance israélienne? Ça ne va créer que des forces à l'inverse, qui vont se radicaliser en face, considérant que face à Israël, la diplomatie ne fonctionne pas. Il n'y a que la voie des armes qui fonctionne. Vous avez eu plus de 1 million de personnes qui étaient présentes à l'enterrement de Nasrallah au Liban, donc à Beyrouth. Il faut imaginer que, considérer que c'est terminé, que le Hamas est affaibli, que le Hezbollah est mis de côté, c'est juste un temps. L'histoire du Moyen-Orient montre que tant qu'il n'y a pas de diplomatie qui fonctionne, il n'y a que la voie des armes qui va se mettre en place. Et là, c'est juste un temps où on a l'impression qu'Israël est tout puissant, mais à la fin, malheureusement, il faut s'attendre à d'autres événements de plus en plus violents, du fait justement de considérer que la diplomatie ne fonctionnant pas, eh bien, il y aura la voie des armes. Ce qui peut évidemment peut-être aller vers une espèce d'alternative, je dis ça avec évidemment beaucoup de précautions. Je crois que jamais la Ligue arabe n'a autant eu un rôle potentiellement à jouer. Peut-être certains le savent, le 4 mars, ils sont censés annoncer leur plan pour la Palestine. Alors ils ont pris une belle photo d'eux, ici, tout sourire. Ils sont tous là, hein, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Jordanie, Qatar, Émirats Arabes Unis. Ils sont tous présents. Et au-delà du côté, quelque part, on peut dire un peu ironique de ça, il y a un enjeu historique. Parce que ces dirigeants, quels qu'ils soient, sauf peut-être Émirats Arabes Unis, ont bien conscience qu'au sein de leur population, de leur société, on ne peut pas accepter de continuer dans les prochains mois sans qu'il y ait de réaction à minima sur la cause palestinienne. Je donne quelques éléments pour que vous voyez où je veux en venir. L'Égypte et la Jordanie, alors même qu'on pensait qu'ils allaient céder à un moment donné, tellement la pression était très forte sur eux, de la part des Américains et d'Israël, ils n'ont jamais cédé pour l'instant sur la question des réfugiés. C'est-à-dire en gros de considérer que oui, les Palestiniens vont être chassés de chez eux et être accueillis dans leur pays. Non. Ils considèrent que la solution palestinienne doit passer par la Palestine, quoi. Aussi parce qu'ils ne veulent pas de réfugiés chez eux, mais passons. Et sur la question d'Israël, jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite est en train de jouer un jeu, alors non pas un retournement de situation, mais les Saoudiens ont bien compris que s'ils veulent vraiment incarner une espèce de puissance régionale, ils ne peuvent plus aujourd'hui s'accommoder à l'idée de signer un accord avec les Israéliens en dépassant complètement la question palestinienne. Peut-être certains ont suivi ce moment-là. Quand Trump arrive à la Maison-Blanche, on lui demande ce qu'il va faire du Moyen-Orient et il dit qu'il faut relancer les accords d'Abraham, voilà, et notamment avec les Saoudiens. Les Israéliens disent bah oui, nous on est tout à fait prêts à renouer avec les Saoudiens. L'accord était pris le 6 octobre, allons-y, quoi, si vous voulez. Et au même moment, vous avez peut-être vu, Trump dit sur Gaza, les réfugiés, ben, il y a deux options, Égypte, Jordanie. Les Saoudiens auraient pu ne rien dire. Le ministre des Affaires étrangères saoudien dit nous on a une autre idée. Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas les réfugiés palestiniens qui n'ont plus de maison en Israël, vu que c'est Israël qui a tout détruit? Je ne dis pas du tout qu'il y a ici une volonté saoudienne de montrer un aspect pro-palestinien. Ça montre en tout cas que la donne est en train de changer et que le 7 octobre a remis la question palestinienne au centre du jeu et qu'on ne peut pas actuellement la dépasser. Si le 4 mars, il y a une souris qui sort de leur fameuse réunion, il n'y a rien, ben, ils ne sont pas à la hauteur et on le savait déjà. Si par contre il y a un plan à peu près établi, on verra. Mais là, l'enjeu en tout cas, il est déterminant. Et quand vous avez notre président Emmanuel Macron qui annonce qu'en juin prochain, il va mettre en place un sommet avec les Saoudiens, c'est pas qu'une lubie d'un président français qui veut être partout. C'est parce que Macron a bien compris à l'heure d'aujourd'hui que s'il veut un temps soit peu peser encore au Moyen-Orient, c'est que pour la France notamment c'est le Liban l'enjeu central, hein, plus que la Palestine, il ne peut pas faire fi des reconfigurations complètes qui ont lieu. Et notamment le fait que les Saoudiens aujourd'hui sont en train d'essayer de montrer qu'ils sont les maîtres du jeu sur la question palestinienne. Maintenant, où est-ce que ça ira? J'avoue que j'ai assez peu d'emprise sur ça. Ce qui est en tout cas certain au terme de ce point-là important, je tiens à cette expression qu'on essaie de mobiliser à plusieurs chercheurs et vraiment, je crois qu'il faut le dire. Il faut expliquer à quel point est-ce que, quand on a des personnes qui nous renvoient à la tête le fait que oui, vous êtes contre Israël, donc vous êtes pour le Hamas ou pour le Hezbollah, il faut rappeler à quel point la politique israélienne est un incubateur de radicalité au Moyen-Orient aujourd'hui.
on a un État qui est subventionné à plein par l'Occident, qui fait ce qu'il veut où il veut, qui vient de commettre des crimes sans nom, et on pense que les peuples de la région, face à ça, devraient rester, entre guillemets, les bras ballants et considérer qu'il n'y a rien à faire. Non, ce n'est qu'un boulevard et une porte ouverte à d'autres radicalités qui vont être peut-être encore plus violentes par la suite. Et ça, il faut l'avoir en tête, ça me paraît être vraiment fondamental. Pour terminer, quand même, il faut préciser que si l'État de Palestine n'a jamais été aussi une perspective éloignée, eh bien paradoxalement, la Palestine n'a jamais autant existé au niveau international. Il faut le rappeler. Quand parfois on dit par erreur la communauté internationale a lâché la Palestine, c'est faux. La communauté internationale, très majoritairement, est aux côtés des Palestiniens. Le problème aujourd'hui, c'est que forcément, les États qui soutiennent Israël sont plus puissants, sont plus forts, et le rapport de force est complètement inversé. Quand vous avez tous les pays du Sud qui prennent la CPI, qui prennent la CIJ, qui demandent à ce qu'on ait encore plus dans les condamnations, ce sont des pays qui font avec ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas engager une opération militaire contre Israël. Quand on a récemment, au Cap et à La Haye, des pays du monde entier, notamment d'Amérique du Sud, d'Afrique et certains pays européens qui disent « Ok, on s'engage dans une démarche de boycott complet d'Israël pour qu'il soit exclu de toute institution dans nos pays à nous. » C'est ce qu'ils peuvent faire actuellement. Ils ne peuvent pas plus, malheureusement. Mais je crois qu'on doit être conscient que tous ces points d'appui, que ce soit l'Assemblée générale de l'ONU, que ce soit la CIJ, la CPI, et surtout le mouvement de solidarité pour la Palestine, ce sont des points qui permettent de faire en sorte que non, la Palestine ne peut pas être liquidée pour l'instant. Et quand parfois, moi je me souviens avoir été interrogé 2 fois sur ça, où on me demandait mais tous ces étudiants dans les facs, regardez comme ils sont radicaux, comme ils sont violents, je me demandais mais s'ils ne manifestaient pas, est-ce que vous parlerez encore de Gaza? Vous n'en parlerez plus. C'est parce que les facs ont été bloqués et qu'on a des courageux étudiants qui ont bloqué les facs, qui ont fait des manifs, etc., que Gaza n'a pas été oublié. Et partout, je crois qu'il faut absolument avoir ça en tête parce que, peut-être qu'on en parlera dans le débat, mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau universitaire est assez violent. Le bâton, comment dire, le backlash, comment on dit, pardon, le coup de bâton, la contre-attaque, voilà, le retour de bâton, merci, est assez dur. Où vous avez peut-être vu à Sciences Po 3 étudiants qui ont été exclus temporairement, et dans d'autres facs, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est assez important. Face à ça, et ce sera mes mots de fin et de conclusion, on pourrait se dire, mais finalement, Israël est donc isolé complètement, et pourtant il continue à faire ce qu'il veut. Et bien là, je crois que c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'est Israël. Israël est un pays qui s'est construit au terme, en tant que fruit d'une colonie de peuplement. Israël est un mouvement qui vise à créer un État, un État colonial, de peuplement. Une colonie de peuplement, quand vous reprenez l'histoire des autres colonies de peuplement, l'Afrique du Sud, même l'Amérique du Nord si vous voulez, ce ne sont pas des pays qui se créent en voulant faire des alliances avec le monde entier. Ils se créent dans un seul but, c'est de s'assurer qu'à un moment donné, ils doivent être certains que leurs alliés continuent à les soutenir. Israël n'en a que faire d'être allié avec le Liban, la Syrie, l'Iran, la Jordanie, peu importe. Ce qui compte pour Israël en tant que colonie, c'est que les donateurs continuent à donner, que les États-Unis continuent à soutenir, que l'Union européenne continue à soutenir. Et comment? Et l'AIPAC, ok, on parlera d'AIPAC si vous voulez aussi. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que si vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas pourquoi est-ce que Israël peut continuer autant à montrer les muscles, à faire ce qu'il veut, alors même qu'il est isolé. Ben parce que justement, tout à l'heure je parlais de l'économie israélienne. L'économie de guerre israélienne ne peut tenir aujourd'hui que grâce à 2 fonds principaux, le fonds d'aide américain, privé comme public, et l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. C'est les 2 principaux fonds qui permettent à Israël de continuer à avoir une économie de guerre qui fonctionne. Quand vous avez aujourd'hui beaucoup de pays du monde qui condamnent Israël et qu'on a un petit pays comme ça qui continue à pouvoir agir comme il le veut, vous avez dans l'histoire exactement la même relation que des colonies avaient avec leur métropole. C'est la même chose. Une relation métropole-colonie. Sauf que là, ça ne s'appelle pas colonie, ça s'appelle Israël, et la métropole s'appelle États-Unis, Union européenne, et ce que vous voulez. En guise donc de conclusion pour finir, véritablement, essayons quand même d'avoir un peu plus de hauteur si vous le voulez bien. Dans l'histoire, si vous reprenez les autres colonies de peuplement, on a vu que 3 possibilités historiques de fin finalement. Il y a première possibilité dans une colonie de peuplement, c'est que les autochtones, les colonisés, soient complètement écrasés, disparaissent. C'est qu'en Amérique du Nord, il n'y a que 3% d'Amérindiens encore aux États-Unis et 4% au Canada. Bon. Deuxième possibilité, c'est qu'on a, du point de vue de la colonie, à l'inverse, un départ des colons. Ils s'en vont. C'était un peu le cas algérien, si vous voulez. Et la troisième possibilité, c'est qu'il y a un accord qui est fait entre les deux pour essayer de cohabiter
un tant soit peu, c'est un peu la solution, on va dire, sud-africaine qu'on a pu avoir ici. Dans le cas israélo-palestinien, aucune des trois possibilités aujourd'hui ne paraît possible. Parce que ce que vous voyez là, c'est évidemment des territoires grignotés, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que démographiquement, ils sont à 50-50. Il y a 7,1 millions d'Arabes entre la Méditerranée et le Jourdain, 6,9 millions de Juifs. Ça veut dire que le colonialisme israélien, au terme de 70 années et plus d'existence, est face à un échec concret. Il n'a pas réussi à expulser tous les Palestiniens, ils sont toujours présents. L'arrangement qui a été tenté à Oslo n'a pas fonctionné, donc ils ont tenté après ça de les invisibiliser, de les faire disparaître. On les fait disparaître. Sauf qu'au terme de la disparition, quand le 7 octobre les Palestiniens sont réapparus, de manière particulièrement violente, eh bien, la dernière option qui est parue être légitime du point de vue du gouvernement israélien, c'est l'écrasement le plus complet. Et face à cette situation qui me paraît être aujourd'hui face à nous et historique, la nouvelle séquence qui s'enclenche montre que les Palestiniens, s'ils n'ont pas forcément encore d'emprise sur leur territoire, sont toujours présents entre la Méditerranée et le Jourdain. On a un seul État qui aujourd'hui existe, l'État d'Israël, qui contrôle absolument tout le monde, qui s'est imposé. Et face à ça, je crois que les sanctions et la pression sur Israël doivent redoubler, être encore plus importantes, à condition évidemment d'appréhender de manière la plus juste possible ce qu'est Israël. Parce que si on ne comprend pas ce qu'est Israël aujourd'hui, on continuera à avoir des discours absolument vides sur deux États, pour en revenir après, en pensant qu'il suffit de claquer des doigts pour que ça se fasse. Aujourd'hui, Israël est un État colonial qui a mis en place un régime d'apartheid pour contrôler les Palestiniens, et on ne le pensait pas, mais pourtant c'est ce qui est arrivé, qui est maintenant même capable de crimes de génocide quand il estime qu'il faut passer par là pour écraser les Palestiniens. Et c'est ça maintenant, ce sur quoi l'humanité devra faire face et agir dans les semaines à venir ou les mois à venir. Bon, je m'arrête là, merci. Bravo. Est en train de s'abîmer un petit peu sur les coins. Si la voie consulaire est de même, ben, il nous reste, et j'aimerais bien votre avis, Thomas Vescovi, j'aimerais bien, dans ce cas, qu'on appuie sur BDS, hein, boycott des investissements, sanctions. C'est ce qu'il y a en nos mains. C'est gratuit et ça, on peut l'utiliser en toute légalité. Bon, ce n'était pas une question, mais voilà. Deux questions. Est-ce que aujourd'hui, chez les politistes, il y a des analyses qui établissent en quoi Israël peut être qualifié d'État terroriste? Et deuxièmement, dans les débats au niveau de l'université, vous avez parlé de Sciences Po, il y a Sciences Po Strasbourg, où il y a un conflit assez profond. Et je me demandais quelle connaissance on a des liens entre l'Université de Lorraine et Israël, une entreprise israélienne, et est-ce qu'il y a aujourd'hui une réflexion à votre connaissance au sein de l'Université de Lorraine pour mettre en cause certains partenariats? Oui, une autre question. Le collectif Palestine vaincra a été dissous il y a peu de temps. Pourtant, on ne lui reprochait pas de propos ou d'actions illégales, mais le fait que sur les réseaux, certains, ils ne contrôlaient pas suffisamment leur réseau. Est-ce que ce type d'argument peut être retenu par exemple contre nous, contre la FPS? Est-ce qu'à terme il pourrait y avoir une dissolution de tous les groupes pro-palestiniens si, surtout vu ce que vous avez dit tout à l'heure, la lame de fond d'extrême droite actuelle? Bon, j'espère que on n'en arrivera pas là, évidemment. Je réponds déjà à ça, peut-être. Je vais reprendre juste les éléments.
J'ai bien compris hein, donc, ça marche plus. Oui. Je disais donc que la première question, en fait, n'en était pas une, mais elle est quand même importante parce que, évidemment, que là, aujourd'hui, l'enjeu du BDS, il est de plus en plus prégnant et important. À ce titre, d'ailleurs, encore une fois, je renvoie, mais sur le site yani.fr, on a écrit à plusieurs un article qui s'appelle « Du droit à l'étude et au boycott d'Israël », précisément parce qu'aujourd'hui, dans cette espèce de retour de bâton, il y a une tentation qui est de considérer que les personnes qui travaillent sur Israël au niveau académique n'ont pas à appeler au boycott d'Israël. C'est contradictoire, donc vous devez choisir entre les deux. Et nous, du coup, on a pris position via un article qu'on a posé sur yani.fr qui est de dire qu'on revendique le droit à étudier Israël et également à considérer son boycott comme tout à fait légitime. Ceci étant dit, par rapport à la question diplomatique, la question du Liban récemment, elle est très importante et intéressante. Certains ont peut-être vu que Israël a donc annoncé qu'il resterait pour un temps encore plus long au sud Liban. Le nouveau gouvernement libanais a dit qu'on pouvait résoudre cette question par la voie diplomatique. On verra. Mais ce qui est certain quand je vous dis que Israël est un incubateur de radicalité, c'est que si la voie diplomatique ne fonctionne pas, vous pouvez être certain que pour une partie des Libanais, face à un territoire occupé, le droit à la lutte armée est légitime. Et donc ça ne fait que recréer un cycle de radicalité. Et c'est ça qu'on doit absolument prendre en compte. Sur l'enjeu Israël-État terroriste, alors il faut faire attention. Je ne m'engage pas sur des débats juridiques, mais juste sur des débats peut-être plus politiques et sémantiques. C'est compliqué de considérer une organisation comme un groupe terroriste. À titre personnel, pour moi, je considère que le Hamas ne doit pas être considéré comme groupe terroriste, mais par contre, il peut avoir des actions terroristes, c'est pas la même chose. Israël en tant que tel est un État qui peut employer des méthodes terroristes à certains moments de temps. Et le Hamas, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, mais pour autant, le Hamas, c'est aussi une relation qui est politique, avec différents aspects, et le considérer en tant que tel comme terroriste dans sa totalité, ça n'a pas vraiment de sens politique, en réalité. Un groupe vraiment terroriste, ce serait un groupe qui en fait est créé et ne fonctionne vraiment du début à la fin que pour ces méthodes-là. Le Hamas fait davantage de choses, c'est aussi un groupe politique, il fait de la diplomatie, il fait plein de choses, donc c'est un débat plus complexe. En revanche, considérer qu'aujourd'hui l'armée israélienne use de méthodes terroristes, oui, évidemment. Évidemment. Tout à l'heure, je disais qu'Israël est dans une bulle cognitive. Oui, mais cette bulle est en train de s'effriter tout doucement parce que, premièrement, Israël voit bien à quel point est-ce que la solution armée n'a pas fonctionné, qu'il n'y a que les négociations qui ont ramené les otages en Israël, et surtout, bien, comment cette société va-t-elle accueillir tout doucement les propos, les témoignages de soldats israéliens qui sont en train de s'accumuler. Le Monde a fait un article dessus, et je crois que c'est Haaretz récemment qui en a fait parler d'autres. On a de plus en plus de soldats israéliens qui disent mais ce qu'on a eu à faire à Gaza et ce qui s'est passé, ça dépasse l'entendement. On parle quand même de soldats qui disent avoir été obligés, donc ils ont refusé, de tirer dans la tête d'enfants et de femmes qui juste cherchaient refuge. On a des personnes qui disent avoir roulé sur des civils volontairement. Il faut entendre les témoignages. Ces témoignages-là sont issus de la presse occidentale et israélienne. La question, c'est comment ça va être reçu en Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui s'en souviennent un petit peu, ce sont les témoignages de soldats israéliens de retour du Liban qui ont eu un rôle déterminant dans l'évolution politique du pays. Quand ces soldats ont témoigné de ce qu'ils ont vu à Sabra et Shatila, de ce qui s'est passé concrètement au Liban. Que ce n'était pas une guerre défensive. Là, est-ce que cette société aujourd'hui est prête à accueillir ces témoignages? Je ne sais pas. Pour autant, ils sont en train tout doucement d'arriver. Le cas, à mon avis, le plus déterminant, c'est ce qui se passe dans les prisons israéliennes, hein, vous avez sûrement vu ça. Même des médias que je suis régulièrement, qui sont clairement dans le narratif israélien régulièrement, qui ne sont pas dans la contradiction, ont pris fait et cause pour les témoignages des médecins israéliens qui ont rapporté que oui, on a torturé du personnel médical palestinien qui n'avait rien fait, mais torturé de la manière la plus cruelle possible. Voilà. Une chercheuse récemment a posté quelque chose, on pourra en discuter. Elle a parlé de l'assadisation des prisons militaires israéliennes, pour dire mais on a légitimement et de manière importante témoigné de ce qui s'est passé dans les prisons de Assad. Évidemment, on ne parle pas de ce qui se passe dans les prisons militaires israéliennes. Les tortures ça dépasse l'entendement. Les spécialistes, par exemple, qui ont bossé sur les prisonniers palestiniens, expliquent que depuis le 7 octobre 2023, on a réemployé dans les prisons militaires israéliennes des méthodes de torture qui avaient quasiment disparu depuis 10 à 15 ans. Parce que le gouvernement israélien estime qu'il n'y a pas de problème, on y va. Avec des humiliations et tout ce qu'on peut imaginer en termes de violence perpétuelle.
vous avez sûrement vu hein, les corps qui sortent des prisons israéliennes, dans quel état est-ce qu'ils sont. Donc on peut imaginer évidemment le niveau de torture là-dedans. Ben, ça, typiquement, ce sont des méthodes terroristes. Moi, c'est comme ça en tout cas que j'emploie et sur lequel on peut avoir. L'Université de Lorraine, j'y connais absolument rien, donc je ne vais pas y aller sur ça. Par contre, sur la question des partenariats, ça c'est un débat qui a lieu aujourd'hui qui est assez important. Et là, encore une fois, c'est souvent intéressant, c'est de regarder, mais qu'est-ce qui se dit du côté de la gauche radicale israélienne? Ça donne nos points d'appui en Israël. Au niveau de ce frange-là, il y a un bouquin qui est sorti en 2024, qui est en anglais, mais qui va peut-être traduit un jour en français, on ne sait pas, qui s'appelle de Maya Wind. Maya Wind, c'est une chercheuse en sciences politiques, et elle a expliqué que les universités israéliennes sont toutes, à un moment donné, liées à ce complexe militaro-industriel israélien, et que les partenariats doivent être complètement arrêtés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut boycotter les universitaires israéliens qu'on inviterait en France. C'est pas pareil. Les partenariats, c'est entre institutions. On peut par contre faire venir des voix israéliennes qui viendraient témoigner. Je pense par exemple à différents universitaires israéliens, vous avez peut-être vu ça, qui sont dans un débat en Israël extrêmement violent pour savoir si à Gaza il y a eu ou non génocide. C'est aussi c'est important comme point d'appui. Vous avez deux universitaires israéliens, je m'excuse mais là je suis en train de perdre leur nom et donc je ne vais pas dire des noms qui seraient faux parce qu'après on va me le reprocher, mais je l'ai publié largement sur les réseaux sociaux. Deux universitaires israéliens qui sont des spécialistes des crimes de masse et notamment un des deux de la Shoah, qui disent en fait explicitement, oui, notre société aujourd'hui est une société typiquement dans l'acceptation de crimes de génocide. Tout à fait. Parce qu'il y a une déshumanisation complète des Palestiniens, on ne veut pas voir ce qui s'y passe, et dans les médias israéliens, on relaie complètement la même propagande de c'est à cause du Hamas, et allons-y, allons encore plus loin, encore plus fort, etc. Et donc dans ce cadre-là, forcément, vous avez ici une ouverture pour parler des partenariats à céder. Sur la question des dissolutions, en fait, comme tout à l'heure j'ai mis la photographie de la vague réactionnaire, c'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut jamais déconnecter de la question palestinienne de la question politique du pays où vous vivez. Regardez qui sont les principaux alliés et partenaires de la cause palestinienne là où vous vivez, qui sont les élus, qui sont les hommes politiques, qui sont les dirigeants. À un moment donné, il faut se rendre compte que combattre la vague réactionnaire chez nous, l'extrême droite chez nous, c'est aussi en grande partie s'assurer de pouvoir continuer à militer et à soutenir la Palestine. Considérer qu'on est soudain des Palestiniens, mais on se contrefiche des élections et de la vie politique, c'est contradictoire, c'est déterminant. Qu'à Jérusalem-Est, des paysans palestiniens puissent continuer demain peut-être à être sur leurs terres, à avoir de l'eau, à irriguer et à se battre et à lutter. C'est parce que des mairies, des départements, des régions vont donner des subventions parce que des couvées sont montées. Si demain ces départements passent à droite ou à l'extrême droite, c'est fini. C'est un enjeu déterminant, vraiment. Si vous ne le croyez pas, allez sur le terrain et allez voir les Palestiniens qui vous diront « Mais oui, on a besoin de cette aide-là, de cette solidarité-là. » Quand à Naplouse, on a une association Human Supporter qui prend en compte, qui prend en charge les enfants victimes de traumas post-traumatiques à cause de ce qui se passe là-bas. Si demain ils n'ont plus d'argent des différentes régions qui les aident, ok, l'argent s'arrête, eux aussi s'arrêtent. Ils n'ont plus d'aide de toute façon. Donc là, on est face, évidemment, à un enjeu politique qui nous concerne tous et toutes, évidemment. Je vais prendre d'autres questions. C'est Omer Bartov. Merci. Omer Bartov, et le deuxième, je ne sais plus son nom, mais je vais le retrouver aussi. Goldberg. Oui. Lee Goldberg. Voilà, Lee Goldberg. Non, c'est un autre nom. Amos Goldberg, oui, Omer Bartov. Ouais. Et c'est Lee Mordecai, le troisième. Oui. Tout à fait. On est bon, vous voyez, collectivement, on arrive à... Bravo, bravo. J'ai deux questions. La première, c'est sur la Syrie. L'évolution du régime récemment en Syrie. Le fait que la Syrie a présenté sa carte géographique dernièrement sans le Golan. Donc ça me paraît assez important, comme s'ils avaient avalisé l'annexion du Golan, la Syrie elle-même. Je voudrais savoir ce que tu en penses précisément, et bien sûr la possibilité ou la difficulté du Hezbollah maintenant de pouvoir avoir un lien avec l'Iran et même Gaza. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt d'une manière générale. Peut-être qu'il y a une victoire d'Israël actuellement depuis un an et demi, puisqu'ils écrasent au fur et à mesure, mais on sait que ça a toujours été la politique d'Israël d'écraser autour, et
de gagner peu à peu les territoires en écrasant les populations, et surtout les Palestiniens. Donc c'est une victoire d'une certaine façon, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que dans le monde, tel qu'il évolue actuellement aussi, enfin bon, c'est sûr que, mis à part, c'est une défaite stratégique. Alors déjà une défaite peut-être militaire d'Israël. J'ai vu que tu avais noté le nombre de morts de soldats israéliens de quelques centaines. J'ai entendu qu'il pouvait y en avoir plusieurs milliers. Je ne sais pas si c'est vrai, je voulais avoir ton point de vue. Au moins plusieurs milliers de véhicules blindés, chars qui ont été détruits, sachant que chaque char, il y a quand même du monde autour, dedans. Donc c'est la question que je me pose, si tu peux y répondre. Donc peut-être une victoire militaire qui a été, quand même, qu'on a pu voir à travers la libération des otages dernièrement, au fur et à mesure. Le Hamas existe toujours, malgré les massacres qui ont eu lieu. Il résiste encore, il y a encore des moyens pour résister. Donc une victoire, et une victoire stratégique, peut-être, la victoire stratégique, parce qu'on sait qu'Israël n'a pas de vision stratégique à long terme. Et c'était ça, je voulais avoir ton point de vue sur peut-être, c'est toujours le problème du faible au fort. À travers toute l'histoire, depuis 1945, on a vu que toujours le faible avait gagné. Oui, à propos de victoire d'Israël, moi je serais, la défaite d'Israël, je suis d'un avis contraire, parce que pourquoi, par exemple, toutes les tortures dans les prisons de Palestiniens dans les prisons israéliennes, pourquoi ça passe si peu dans les médias français? Quand même, notre presse, bonjour. International. Il y a des rendez-vous. La Cour internationale de justice, en articulation avec l'Assemblée générale de l'ONU, prévoit une conférence internationale en juin. A déjà annoncé qu'en septembre, c'est une date qui était fixée pour l'arrêt de la colonisation israélienne. Et donc, il y a une conférence internationale en juin. Voilà, alors ma question, elle est, quel est le poids du droit international en face de la brutalité d'un Trump et de Netanyahou, qui piétine le droit international, la charte de l'ONU, la diplomatie, voilà. Et puis, question subsidiaire, c'est la France et l'Arabie Saoudite qui vont présider la conférence internationale. Moi, ça me pose des questions, je ne comprends pas ce choix, ou alors est-ce que c'est un fonctionnement particulier de l'ONU? Ok, non, du tout. Bien. Alors d'abord, sur la question qui a été posée sur la Syrie, vous êtes quand même tous au courant que c'est un pays qui est complètement quasiment à reconstruire. Il ne faut pas s'attendre quoi que ce soit aujourd'hui d'une quelconque volonté d'offensive militaire syrienne pour récupérer le Golan. La réalité, c'est que Ahmed Shara, donc le directeur ou président, je ne sais pas comment on doit l'appeler, j'aime pas président, parce que président c'est compliqué, président il n'a pas été élu par directeur c'est bien. Directeur, leader. Ah ouais, ça fait 15 ans, ça fait tout à fait raison. Merci, on va dire chef. Il est resté collé. Ahmed Shara, qui est donc chef en tout cas de la Syrie, aujourd'hui sa stratégie première, c'est de montrer à quel point est-ce qu'il est prêt à s'ouvrir à toutes les diplomaties pour reconstruire son pays. Et surtout, pour faire sortir la Syrie des sanctions. Et dans son objectif, je l'imagine, c'est une hypothèse, attention, ce n'est pas une affirmation, c'est une hypothèse. Si ça doit passer par le fait de montrer des cartes de la Syrie sans le Golan, bon bah, montrons-les, si on peut en tout cas sortir des sanctions. Je crois juste qu'on doit ici tous mesurer, parce que parfois on ne comprend pas très bien, je crois, parce qu'on ne l'étudie pas, moi non plus, d'ailleurs, je l'ai fait que récemment quand il y a eu la chute de Assad. Ça veut dire quoi des sanctions? Quand un pays est sous sanction, comme l'Iran l'a été, et il est encore en partie, et comme la Syrie l'a été,
ça veut dire que vous êtes complètement exclu de tout le système d'économie internationale. Vous ne pouvez faire aucun échange. Le pays ne peut pas du tout fonctionner. Donc aujourd'hui, ce fameux chef syrien essaie en tout cas de montrer à quel point est-ce que son pays est sur une autre voie. Et après, l'avenir nous dira de quoi ce sera fait. Ne me demandez pas de prévoir dans un an, 2 ans où sera la Syrie et ce qu'elle fera. Ce qui est certain, c'est que du côté du peuple syrien, moi, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que le Golan est un territoire syrien occupé et que sur ça, on ne pourra pas y revenir. De la même manière, lorsqu'il y a eu la première rencontre après la chute de Assad entre les factions palestiniennes qui sont présentes en Syrie, vous savez qu'ils étaient tous présentes et représentés, et la nouvelle direction syrienne, la première décision c'était de dire aux Palestiniens, vous devez rendre toutes les armes. Seul le nouvel État syrien sera légitime d'être armé. Sauf que rapidement, ça a été revu parce que précisément, il y a des camps de réfugiés palestiniens qui sont toujours en Syrie, et que pour les gérer, il faut bien avoir une certaine légitimité, une certaine appui dessus. Donc là aussi, les négociations sont en cours. Ça montre que c'est en construction, on verra ce qui se passera, mais il est évident que là aujourd'hui, on n'a pas du tout en Syrie un État qui est capable, en capacité de opposer même diplomatiquement quoi que ce soit par rapport à Israël. Sur cet enjeu-là, et comme tu l'as mentionné évidemment, j'avais une carte ici, c'est la carte que Le Monde a fait pour représenter l'axe de la résistance en perdition. C'est la carte du monde, elle est plutôt bien faite, qui montre en fait les 5 piliers du fameux axe de la résistance qui était depuis 15 ans quasiment maintenant au Moyen-Orient. Et oui, il y a en fait une nouvelle séquence en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que le Hezbollah a été frappé comme jamais, l'Iran est aujourd'hui complètement réduit, si bien vous avez peut-être vu que l'Iran a renoué avec l'Arabie Saoudite. Ça aussi c'est intéressant à voir. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réunification irano-saoudienne? Les diplomates vous expliquent que chez les Saoudiens aujourd'hui, on est vent debout dans l'idée que, en fait, Israël ne peut pas être un allié fiable dans la région. Les Saoudiens y ont cru, et entre guillemets, ils ont pu y croire parce que pendant 15 ans, ils géraient la question palestinienne de la manière la plus brutale possible, on n'en parlait plus. Donc pour les Saoudiens, c'est leur allié contre l'Iran. Aujourd'hui, du point de vue saoudien, il y a un basculement complet, au point même où ils considèrent, du point de vue saoudien, que l'Iran est un partenaire plus fiable que les Iraniens. Que les Israéliens, excusez-moi. Parce que quelque part, l'Iran est prêt aujourd'hui à faire des concessions, etc. Donc il y a un jeu politique en cours, sur lesquels je crois qu'il faudra être très prudent et très humble pour le lire, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus avoir de grandes déclarations qui seront fausses complètement demain. Mais là, aujourd'hui, évidemment, tout cet arc-là est en train de se recomposer, de se reconstruire. Mais ce que j'ai insisté tout à l'heure, c'est que quand on voit à quel point le Hamas a si facilement renouvelé complètement son nombre de combattants, quand on voit qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont présentes à l'enterrement de Nasrallah au Liban, quand on voit qu'en Syrie, la population syrienne n'a pas oublié le fait que le Golan syrien doit être récupéré. On ne peut pas imaginer que cette question, elle est terminée. C'est une nouvelle séquence qui est en train de s'ouvrir. Et quand tout à l'heure, je disais au début de la conférence, c'est le retour à 48, ben évidemment, au lendemain de 1948, Israël était tout puissant dans la région. Il venait de se créer avec l'aide des soviétiques et maintenant avec l'appui de l'Occident, avec beaucoup d'armes, etc. Les pays arabes étaient complètement à la dérive, les peuples arabes aussi, les Palestiniens avaient quasiment disparu. C'était en 48. Le temps après est passé, il y a d'autres phases qui sont arrivées. Ces phases-là, par contre, personne ne se vous dit ce qui se passera. Sur la question des soldats israéliens, alors en fait, il y a 2 chiffres qui sont donnés. Il y a un chiffre qui est autour de 900 soldats israéliens tués parce qu'on prend en compte également ceux tués le 7 octobre 2023. Si on prend en compte uniquement ceux qui ont été tués dans l'offensive terrestre, chiffre israélien, évidemment, c'est les chiffres que eux donnent, c'est 407 soldats israéliens tués dans l'offensive terrestre et des milliers de blessés. Le problème des blessés, en fait, il se pose sur qu'est-ce que c'est un blessé de guerre. Alors ça, pareil, je ne savais pas du tout, je l'ai appris depuis la guerre à Gaza parce qu'on a lu tellement de trucs militaires dessus, c'est qu'en fait, je ne savais pas, voilà, que chaque armée définit différemment un blessé de guerre. Par exemple, certaines armées partent du principe qu'un trauma post-traumatique, c'est blessé de guerre. On le compte comme tel. D'autres armées prennent en considération le fait que ce n'est que quand le soldat ne peut plus être dans l'armée qu'il est blessé de guerre. Ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui serait blessé au doigt ou au pied, s'il peut toujours être dans l'administration, il n'est pas blessé de guerre. Il est toujours soldat, juste il ne peut pas être combattant. Donc les chiffres, du coup, varient. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y aura en fait plusieurs dizaines de milliers de blessés en réalité côté israélien. Ce qui est certain, c'est que dans la bande de Gaza, Israël a de nouveau démontré à quel point est-ce que face à une situation de guerre ouverte et en plus dans le milieu urbain, c'était très compliqué. Et donc la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était de absolument tout détruire sur leur passage sans aucune forme de stratégie militaire.
je ne suis pas forcément en tout cas d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas de vision israélienne. Pour moi, Netanyahou a une vision très claire. C'est d'étendre Israël le plus loin possible et d'assurer sa sécurité comme ça. Ce sera petit à petit, mais c'est comme ça qu'il va y parvenir. Vous savez peut-être, en 2023, quand il y a eu le moment en juillet, où il y a eu des centaines de milliers d'Israéliens qui ont été dans la rue pour dire « stop à la réforme judiciaire », etc. C'est le moment où Netanyahou a dit « bon, on vient un peu en arrière parce que là, c'est trop tendu ». Mais il n'a pas dit « on arrête ». Son gouvernement, il fallait écouter le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a dit une phrase, mais c'était incroyable, il a dit « on va mettre en suspens parce que de toute façon, on a déjà gagné. On est majoritaire dans le pays. Les laïcs, les gens de gauche, entre guillemets, ils sont minoritaires. Les orthodoxes font beaucoup plus d'enfants que les autres. Nous, on a tout le pouvoir, on a l'argent, on a déjà gagné. Notre réforme, on la fera passer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'y aura pas d'inversement parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, ils bénéficient d'un truc en plus, c'est qu'on a des milliers d'Israéliens qui ont quitté le pays, et ces gens qui quittent le pays, vous vous doutez bien que ce ne sont pas l'électorat de Netanyahou. Donc, il y a ici un basculement démographique important qui fait que la vision stratégique israélienne, c'est celle de considérer qu'il faut y aller petit à petit, pas à pas, comme la colonisation, pas à pas, petit à petit. Et il y a des moments où il faut aller fort, et des moments où on va aller petit à petit. Sur l'enjeu des médias français, en fait, là, on est sur une grande question, hein, c'est de soutien aux médias indépendants, évidemment, et le fait de considérer nos médias aujourd'hui dans ce qu'ils ont fait de plus terrible depuis quasiment 15 mois, c'est-à-dire d'avoir été complètement des relais de la propagande israélienne. Je ne vais pas me faire ici une autopromotion, permettez-moi, mais il y a un livre qui sort fin avril, début mai, qui s'appelle Gaza, une guerre coloniale. C'est 2 universitaires françaises, Stéphanie Latabdala et Véronique Bontemps, les 2 de HESS, et ces 2 universitaires ont eu la bonne idée de dire voilà, il faut un livre qui va inviter, on va dire, les meilleurs spécialistes sur toutes les questions qui s'est passées depuis 15 mois, et on va leur donner un chapitre à écrire. Sur le Hamas, sur Israël, sur la guerre, sur tout. Et non pas que je sois spécialiste de ça, ils m'ont proposé de faire le chapitre sur les médias français face à la guerre à Gaza. Donc je l'ai écrit. Et donc le livre sort en avril-mai. Et vous verrez ce que j'en dis dedans. Mais effectivement, oui, c'est pas glorieux, mais ça montre quand même à quel point est-ce qu'on a dans les médias aujourd'hui une espèce, des médias, je dis, dominants à grande diffusion. On a en réalité un alignement complet sur le choc des civilisations, sur une espèce aussi d'entre-soi bourgeois, il faut le dire aussi. Il y a une espèce de considération que Israël est un allié dans la région et que, c'est ce que je dis un peu dans le chapitre, c'est qu'Israël en fait bénéficie d'une présomption de crédibilité. C'est absolument incroyable. Là où les Palestiniens bénéficient à l'inverse de doutes perpétuels. Voilà. Il faut toujours tout reprouver. Pour moi, ça, il faut faire avec, mais ça me permet en tout cas de vous dire à quel point est-ce qu'on doit soutenir nos médias indépendants, parce qu'ils ont fait un travail absolument incroyable. Je pense à Orient 21. Mediapart, je sais, a été un peu critiqué, mais moi je considère qu'il y a eu un travail qui a été important, qui a été fait par Mediapart, et d'autres médias aussi, hein. On pense à l'Humanité évidemment, le diplomatique, mais il faut les soutenir parce que sans eux, je ne sais pas comment on aurait pu être aussi bien informé de ce qui s'est passé à Gaza. Pour terminer la question sur le droit international, encore une fois, vous me permettez de ne pas m'engager sur un débat juridique. En revanche, je peux faire une espèce de mea culpa et qui peut servir ici à tout le monde. On a tous, à mon avis, à un moment donné dans notre parcours intellectuel ou militant ou politique, eu cette réflexion de dire mais on va arrêter de parler de droit international, ça ne sert à rien du tout puisque de toute façon personne ne le respecte. Ça ne sert à rien. Alors arrêtez, c'est de la fumisterie, et j'en vois des fois dans des débats, des conférences que je fais qui disent arrêtez de parler de l'ONU, c'est pénible, ils ne servent à rien ces gens-là, etc. Ça m'est arrivé une fois ou deux peut-être d'avoir ce discours, mais vraiment dans des cadres privés. Et c'est en parlant avec des spécialistes en droit international et aussi des Palestiniens spécialistes en droit international que j'ai compris pourquoi justement c'est une erreur. Si vous regardez tous les peuples dans le monde qui ont été victimes de colonisation, et là pardon mais je fais une petite digression, tous les peuples n'ont pas gagné. Les Amérindiens n'ont pas gagné, les Kanaks ne gagnent pas. C'est compliqué. Une colonie de peuplement, les aborigènes n'ont pas gagné en Australie. Attention, parfois, on ne voit que les aspects vainqueurs, on ne voit pas les aspects défaites, et il ne faut pas les oublier non plus. En revanche, si vous prenez les peuples colonisés aujourd'hui dans le monde, la différence majeure, à mon sens, et c'est ce que j'ai compris de ces leçons qu'on m'a faites, c'est que les Palestiniens, très très tôt, et peut-être plus tôt que les autres, ont compris que leur moyen de ne pas disparaître, c'est le droit international. C'est d'aller contester partout où ils le pourront l'hégémonie israélienne. Vous nous écrasez, vous nous prenez du territoire, vous nous expulsez, très bien.
on va aller à l'UNESCO, on va aller à l'ONU, on va aller à la CPI, on va aller à la CIJ, et on va vous mettre face à vos faits. Évidemment que politiquement, ça c'est pas la faute de l'ONU, c'est que le rapport de force, il ne permet pas aujourd'hui aux Palestiniens d'être en capacité de contre-attaquer. Et aussi, regardons en face, parce qu'on a nous, notre pays, la France, qui est un pays important. Affaire avec Jamal Khashoggi, donc le journaliste qui a été tué, donc c'était pas très bien vu. Et surtout, ils ont estimé que c'était perdu. Les Saoudiens ne voulaient pas de la France. Sauf que le remodèlement complet du Moyen-Orient depuis 7 octobre 2023 fait que les Émirats ont complètement été décrédibilisés, puisque en fait, ils sont plus capables d'avoir une voix qui porte. Alors, ils ont l'argent qui permet de leur faire des espèces de moments, des espèces de coups de poker, hein, où ils vont financer un hôpital à Gaza, etc. Mais concrètement, diplomatiquement, ils sont perdus. Et surtout, il faut le savoir, c'est que dans les diplomaties et dans les chancelleries aujourd'hui, il y a un article dans Euro 21 qui est sorti récemment. C'est maintenant connu que les Émirats aident dans différents pays d'Europe des partis ultra-réactionnaires, voire d'extrême droite. Le Rassemblement national, aujourd'hui, bénéficie de liens assez intéressants avec les Émirats arabes unis, pour des raisons politiques, liées à l'islam, etc. Bon, c'est complexe à expliquer, mais cette relation fait que les différentes diplomaties ont bien compris que les Émirats ne peuvent pas être un allié. Et la France, qui ne veut pas disparaître, il faut trouver un autre allié. Donc, ils ont tout misé sur les Saoudiens, et la visite que vous avez eue de Macron en décembre dernier chez les Saoudiens, c'est ça. Les Saoudiens ont, alors je ne sais pas s'il y a un appel d'offres officiellement, mais en tout cas, ont pris une entreprise française pour financer le fameux métro de Riyad, si je ne me trompe pas. Voilà, ils veulent faire ensemble leur fameuse conférence pour montrer une espèce d'autre voie. La France ne veut pas disparaître du Moyen-Orient, et les Saoudiens veulent montrer que c'est eux maintenant les principaux figures. Sur les Émirats, en fait, l'enjeu, pour ceux qui n'ont pas suivi ce que je voulais dire, c'est que historiquement, la donne, c'est entre Émirats et Qatar. Vous avez vu cette histoire, hein. Historiquement, c'est les deux qui se font la guerre. Depuis 7 octobre 2023, les Émirats n'ont aucune emprise dans les négociations, puisque c'est le Qatar qui accueille une partie de la délégation du Hamas, et qui en plus ça peut continuer à discuter avec Israël. Donc, voilà. C'est une refondation complète du Moyen-Orient, et on verra où ça ira. Par contre, non, c'est pas l'ONU qui gère le sommet, hein. Je sais pas qui a dit ça tout à l'heure. Alors, moi je parlais pas de... c'est purement indépendant, c'est leur propre chef. Oui, je parlais pas de la rencontre initiée par Macron avec l'Arabie Saoudite. Moi je parlais de la décision de l'ONU. Alors, je crois que c'est l'Assemblée Générale. C'est l'Assemblée Générale des Nations Unies qui va faire une conférence le 4 juin sur l'avenir de la Palestine. Ouais. Sachant qu'il y avait 154 pays qui ont voté pour... Alors, ça aussi, juste refaire le fil parce que c'est important ce que vous avez dit là. Il faut savoir qu'en droit international, l'occupation d'un territoire n'est pas illégale en soi dès le début. Ça devient illégal si ça reste sur la durée et si on voit qu'en fait l'occupation se pérennise et que l'État qui occupe s'installe dans le territoire. Là, ça devient illégal. C'est pour ça que la Cour internationale de justice, dans sa décision qui a été rendue, je crois, en 2024, je ne sais plus laquelle, parce qu'il y en a eu deux, 19 juillet. Voilà, en juillet, merci, a expliqué que oui, l'occupation des territoires palestiniens est illégale. Suite à ça, donc, les Nations Unies ont dû réagir, et plutôt que de dire, ils ne peuvent pas dire, il faut stopper maintenant, ils disent très bien, votre occupation est donc maintenant considérée comme illégale, on va vous donner un temps pour vous en sortir, et donc enfin, vous retirer, et ce sera jusqu'au septembre 18 septembre 2025. Il y a peu d'espoir qu'Israël, le 17 septembre, dise ok, on s'en va, évidemment. L'idée, c'est plutôt de dire maintenant, l'étape d'après, ce sera quoi? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas diplomate à l'ONU, mais j'espère en tout cas qu'ils ont préparé ça, c'est parce que derrière, il y a d'autres points. Mais il y en a, parce que vous avez vu qu'ils se sont... les principaux pays qui ont initié la plainte contre Israël à la CIJ se sont retrouvés récemment à La Haye, et après au Cap également, pour justement penser la stratégie globale d'isolement d'Israël au niveau international, mais bon, on ne sait pas ce que ça va dire. La FPS au niveau national lance une campagne à partir de cette perspective de septembre, lance une campagne auprès des autorités françaises et européennes de façon à soutenir les 158 pays et la décision de la CIJ. Et il y aura une conférence le 24 mai 2025, normalement à Lima. Voilà, ou à l'UNESCO, c'est pas encore. Ouais. Une petite précision avant les questions sur les médias et le rôle des médias en France. En France, j'ai l'impression qu'il y a un problème spécial. Nous, Marie-Ange et moi, qui suivons les médias d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie,
quand on les regarde, quand il y a un événement qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie occupée, en France, en général, c'est quelques secondes. On en parle en passant. Quand on écoute, nous, la BBC, par exemple, ou la RTV espagnole, ou la RAI en Italie, les mêmes sujets durent 10 minutes ou plus. Donc, on a quand même un problème en France. C'est vrai, tout à fait. Oui, ouais, je voulais parler un petit peu. Donc, tu as parlé des soldats qui témoignent et puis d'une minorité en Israël qui n'est pas d'accord avec cette politique génocidaire. Et il y a aussi en France un certain nombre de juifs décoloniaux, enfin je pense à un mouvement comme Tzedek. Comment mettre en avant un peu tous ces gens-là et les aider, enfin, et s'allier par rapport à la lutte contre la politique génocidaire d'Israël. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence. Et une question très courte. Vous avez évoqué assez rapidement le sionisme, mais vous ne nous avez rien dit des frères musulmans et du rôle éventuel de cet activisme religieux de part et d'autre. Merci. Où ça de part et d'autre, pardon, du côté sionisme et du côté frères musulmans avec le Hamas. Les religieux en gros, oui. Ok, très bien. Oui, bonjour. Vous avez évoqué un État tout-puissant, un État sans limite, l'État israélien, mais quand on regarde un peu plus près, on voit quand même que ici c'est un État qui est tout petit, qui n'a pas de ressources, et qui en réalité n'est pas hyper puissant, mais hyper dépendant de l'Occident notamment, hyper dépendant pour son énergie, pour ses ressources, pour les subventions américaines et même pour ses armes. Donc est-ce que, en réalité ce qui apparaît, c'est qu'Israël ne pourrait rien faire s'il n'avait pas l'aval de l'Occident et la complicité de l'Occident. Donc ce qui se joue ici dans nos pays, c'est quand même hyper important au sein de nos opinions publiques. Et est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur le degré de dépendance en réalité de l'État israélien? Qu'est-ce que l'État israélien pourrait faire sans l'aide américaine, sans les armes américaines, sans le commerce avec l'Occident, etc. Sans les armes françaises. C'est bon? Sans les armes françaises aussi. C'est bon? Ok. Donc on repart du coup sur d'autres aspects. Effectivement, vous savez peut-être qu'on vit aujourd'hui en Europe un véritable renouvellement du judaïsme décolonial et antisioniste, parce qu'il y a une nouvelle génération qui apparaît, autour, donc en France de Tzedek, mais dans chaque pays il y a différentes structures en fait qui sont apparues. On va être concret, hein, c'est pas non plus des groupes qui sont extrêmement importants, mais par contre ils sont extrêmement actifs et ils portent une voix qui est à mon sens déterminante. Ce que je dis souvent, et je vous le redis ici de manière claire, la question du débat politique qu'on peut avoir avec ces groupes-là, il est évident. Moi-même, je connais bien Tzedek et les responsables de Tzedek et il faut avoir des débats politiques avec sur différentes stratégies ou différentes opinions. En revanche, il faut être, à mon sens, dans un soutien important à ces groupes parce qu'aujourd'hui, ils sont ciblés complètement par une grande partie des autres groupes, notamment pro-israéliens, qui va jusqu'à remettre en cause leur judéité et donc à dire qu'ils n'ont pas le droit de parler au nom du judaïsme. C'est extrêmement violent. Et surtout parce que, je le dis, l'État d'Israël sous Netanyahou a engagé une voie qui est extrêmement mortifère, qui est de vouloir se représenter comme l'État-nation du peuple juif. Et donc, de considérer que c'est pas Israël État juif au Moyen-Orient et il y a des juifs dans le monde entier, non, Israël est l'État qui représente les juifs du monde. Sur cette donne-là, on a aujourd'hui, évidemment, avec les images de Gaza et ce qui se passe, on a une facilité de certaines populations, notamment des plus jeunes, hein, les plus fragiles aussi, à basculer dans une espèce de amalgame où juif égale israélien égale soldat israélien dans Gaza, qui fait qu'avoir des voix juives, françaises, américaines ou ailleurs qui disent non, il y a une séparation à faire très nette entre les deux, c'est vital et c'est crucial pour la lutte. Et c'est déterminant.
j'ai écrit une tribune avec Dominique Vidal dans l'Humanité il y a un mois de ça, parce qu'on était sidérés en fait du fait que le débat à gauche aujourd'hui, il est face à deux pièges et il tombe dedans à plein. C'est-à-dire que le premier piège, ce serait de considérer qu'il n'y a pas de hausse d'antisémitisme en France, ou qu'il n'y ait pas d'antisémitisme à gauche en France aujourd'hui. C'est un piège, il y en a un, il faut le regarder en face, c'est évident. Le deuxième piège, c'est de considérer que face à cet antisémitisme-là, il faut demain créer des alliances avec tout le monde, sans regarder ce que ces groupes-là disent sur la Palestine. Parce que précisément, on ne peut pas considérer qu'on met une lutte antiraciste en France, mais que dans notre groupe, on est des gens qui disent qu'il n'y a pas d'apartheid en Palestine. Ou qu'à Gaza, non, c'est une guerre légitime. Et que le problème, en fait, non, c'est pas vraiment Israël, c'est le Hamas a détruit, etc. C'est pas possible. C'est considérer qu'on puisse avoir un antiracisme qui ne serait pas internationaliste. Moi, ça me paraît improbable. L'antiracisme, c'est pour partout. Point barre. Que ça soit quand le Hamas s'en prend à des minorités ou quand ça soit quand Israël s'en prend aux Palestiniens. Point barre. Et donc, dans ce cadre-là, Tzedek me paraît être en tout cas l'organisation qui est la plus conséquente politiquement. Voilà. Et donc, il faut la soutenir. Sans pour autant considérer que tout ce qu'ils disent, il faut absolument être d'accord avec. Non, il faut avoir des débats politiques. Mais s'ouvrir à les mettre de côté, c'est un danger. Tout comme le fait de donner la parole à des groupes qui, au contraire, badineraient aujourd'hui avec l'idée que ce qui se passe en Palestine, c'est un colonialisme en marche et un régime d'apartheid qu'il faut absolument combattre par tous les moyens possibles. Ça me paraît être... Et pourquoi pas l'UJFP? Ah non, l'UJFP, bien sûr. En fait, tu sais que l'UJFP, c'est un son historique. Tzedek, c'est vraiment créé dans cette vague de renouvellement. Mais évidemment, l'UJFP, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y a Tzedek qui prend beaucoup de place. Les deux sont d'ailleurs très liés. Encore une fois, je me permets, sur le site yannick.fr, on a deux articles qui sont sur ça. Un sur le renouvellement du judaïsme européen, décolonial européen, et un autre sur un événement qui a eu au Parlement européen il y a de ça 3-4 mois, qui a regroupé toutes les nouvelles organisations juives européennes décoloniales pour essayer de créer une structure ensemble. Là où par contre il y a un vrai problème, peut-être vous avez peut-être vu, aux États-Unis, dans toutes les manifs pour la Palestine, il y a essentiellement des jeunes étudiants juifs qui sont à la manœuvre et qui sont au centre. En France, Tzedek, ça reste une minorité. Et là, on est face à un problème plus politique français, mais voilà. Monsieur a posé la question, sionisme, frères musulmans. Alors, moi, je ne prendrais pas le sionisme par la voie religieuse, hein. Je le prendrais par la voie d'abord politique, mais qui, par la suite, s'est allié davantage avec des groupes religieux au point de fonder une espèce de nationalisme religieux à plein. Okay. Si bien que l'aile qu'on va dire de gauche au sein du sionisme, qui est un peu l'aile, on va dire, laïque, je ne dis pas qu'elle n'existe plus. Ils ont créé un nouveau parti politique qui s'appelle les démocrates, Adémocratim, en Israël, qui est la fusion des deux grands partis sionistes de gauche, les travaillistes et le Meretz. Ce que je regrette par contre, c'est quand on les écoute, quand on les lit, c'est perdu. Sur la question sociale, c'est assez vague. Et sur la question palestinienne, mais vraiment, c'est à plein dans l'idée que si on en parle trop, on va rompre avec le narratif majoritaire. Et donc, on prend nos précautions. Le leader aujourd'hui de la gauche sioniste, Yair Golan, pour ceux qui ne savent pas, Yair Golan est plébiscité parce que le 7 octobre, il a eu un rôle absolument... Enfin, les Israéliens adorent ça. Non, vous ne voyez pas ce qui s'est passé, non? Le 7 octobre, vous savez que l'armée israélienne a complètement failli. Hein. Il y a des rapports qui sont sortis ces derniers jours, on pourra en parler après, qui montrent en fait pourquoi ils ont failli. Et donc, au 7 octobre, une partie des gens qui ont été sauvés, côté israélien, je parle, ce sont en fait le fait d'Israéliens individuellement qui ont pris leurs armes, mis un uniforme et qui sont partis avec leur voiture personnelle aider le voisin, le fils du voisin, enfin vraiment, ça s'est passé comme ça. Yair Golan, député israélien, a fait partie de cela, il a pris sa voiture personnelle et son arme et il est parti. Donc, du côté israélien, vous imaginez bien que quelqu'un comme ça, c'est absolument héroïque. Et c'est aujourd'hui celui qui a été placé à la tête de la gauche sioniste israélienne, donc le nouveau parti. Sauf que Yair Golan, par exemple, en octobre-novembre 2023, il dit à Gaza, il y a une solution, on coupe tout, pas d'eau, pas de nourriture. Bon, quelques temps plus tard, il sent bien que forcément son interview qui a été faite en hébreu, elle a été relayée partout en Europe pour dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est normalement quelqu'un censé être de gauche. Il revient sur l'entretien en disant il faut qu'on puisse résoudre la question humanitaire à Gaza, mais pas pour les Palestiniens, pour que nos alliés occidentaux restent nos alliés. Et quand on lui dit mais vous faites des Palestiniens, il répond les Palestiniens, écoutez bien, on leur a donné à tellement de reprises la possibilité d'avoir la paix. Il dit on aurait pu créer à Gaza le Singapour du Moyen-Orient. C'est exactement ce que dit Netanyahou.
Après, évidemment, il va être dur en disant Netanyahou, par contre, c'est un proto-fasciste qui carrément veut transformer ça. Évidemment, mais pour autant, il n'y a pas d'emprise qu'on pourrait avoir dans les années 80-90 qui serait un peu la paix maintenant, il y a un sousou de gauche un peu trop mou, mais qui a le mérite d'être là et d'exister. C'est même pas ça. C'est pour ça que ça me paraît important. La question des frères musulmans, aujourd'hui, en fait, ils sont représentés principalement par le Hamas. C'est la principale force politique, même si il faut bien avoir en tête dans l'histoire des frères musulmans que le Hamas a en fait en partie rompu, notamment au moment du printemps arabe, bon, pour différents enjeux qu'on peut expliquer si vous voulez. Le Hamas en fait avait vraiment considéré au moment du printemps arabe que la donne était en train complètement de changer, que Assad allait tomber et qu'il fallait complètement s'allier avec notamment l'axe Turquie et Mohamed Morsi en Égypte. Morsi, vous vous souvenez, président frère musulman, voilà. Sauf que Morsi a été renversé en quelques mois, que la Turquie s'est peu à peu retirée, sauf que là, la Turquie est en train de revenir à plein, et certains sont en train, je ne l'ai pas mentionné parce que je ne vais pas dans les domaines où je ne connais pas trop, mais ce que certains annoncent, c'est que le nouvel axe au Moyen-Orient, ce serait plutôt une opposition qui serait l'axe turc, en fait, contre justement cette espèce d'hégémonie israélienne. Peut-être certains ont vu, en avril dernier, c'était assez impressionnant, à l'époque où Ismaël Haniyeh, vous vous souvenez, Ismaël Haniyeh, l'ancien responsable du Hamas, Ismaël Haniyeh est reçu à Ankara, il est reçu comme un chef d'État. Mais véritablement, il n'est pas reçu comme un groupe d'un militaire, non, c'est un chef d'État. Et là encore une fois, la Turquie va avoir un rôle important, mais pas trop non plus. Par exemple, à plusieurs reprises dans les négociations, le Hamas ne voulait pas signer tant qu'il n'y avait pas l'entrée de d'autres garants dans les accords. Puisque les garants qui étaient autour de la table de négociation, c'était principalement les Américains, et il y avait l'Égypte aussi. Mais pour les Palestiniens, notamment le Hamas, ils ne peuvent pas faire confiance aux Égyptiens, parce que Sisi voilà, déteste les frères musulmans et donc le Hamas, et les Américains ne sont pas un arbitre là-dedans, c'est plutôt un allié des Israéliens. Et donc dans la liste des garants que le Hamas voulait, il y avait la Chine, la Russie et la Turquie. Bon, le Qatar aussi, mais le Qatar joue un rôle un peu trouble, donc c'est compliqué. Les Turcs, intelligemment, ont répondu, enfin intelligemment, leur point de vue diplomatique, en disant évidemment qu'on est là pour vous aider, par contre, on ne vient pas en négociation. Parce qu'en gros, ça nous mettrait dans une position où on serait au cœur des enjeux, on ne veut pas y être. Mais évidemment que la Turquie, et là on revoit un peu la question de la Syrie aussi, elle a aujourd'hui face à elle un nouveau boulevard qui est déterminant. Et les frères musulmans par rapport à ça, il faudra voir pays par pays en réalité. Si vous prenez juste sur la question palestinienne, si les frères musulmans c'est le Hamas, il y a fort à parier maintenant que même s'il y a eu 7 octobre et il y a eu ensuite la destruction de Gaza et donc des milliers de morts côté Hamas, je ne vois pas comment on peut penser une réunification palestinienne sans le Hamas. Et ça, malheureusement, il faut le regarder en face aussi. J'espère vous avoir répondu. Merci. Bon bah tout. Merci. C'était, non, il y avait une autre, je crois. Ah mince, m'excuse. On arrête, hein. Je vous aime bien, Nancy, mais là, il est moins 20. C'est juste pour savoir. La dame, passez, mais la dame. Vas-y. Qu'est-ce que vous pensez pour l'émission des ministres israéliens et de l'état-major? Leur démission? Oui. Ah ouais. Et en même temps, la reconnaissance de leur faute et leur bêtise. Premièrement. Deuxièmement, que Netanyahou, il invite tous les Palestiniens pour ne pas entrer en prison pour des affaires intérieures. Merci. Madame, allez-y, après on arrête. Question. Ah oui, il y avait une question qui a été posée tout à l'heure. Oui, c'était sur le degré d'excellence. Ok, j'y viens, ça va, ok. Je voulais vous demander, au niveau des négociations des otages israéliens, est-ce que les Palestiniens n'auraient pas exigé plutôt la libération de Marwan Barghouti, parce que tous les prisonniers palestiniens qui ont été libérés, ce sont eux qui ont été arrêtés le 7 octobre, et jamais avant. Si, il y en a avant. La plupart. Alors, mais il le demande. On refait une réponse, après on en restera là. Si vous voulez bien, mais on pourra toujours communiquer. On pourra toujours échanger si vous voulez. Et si ça te dit, ce que
ça fait un moment qu'on réfléchit à faire une séance de travail, la FPS Nancy, sur les médias français, la critique des médias français et les médias indépendants. Sur qui on peut s'appuyer. Alors, sur le degré de dépendance, il ne faut pas non plus imaginer qu'Israël est un pays qui n'a pas d'économie. En 48 jusqu'en 67, l'économie israélienne fonctionne surtout sur deux axes. Le commerce des diamants et des pierres précieuses et le commerce d'agrumes. Agrumes qui, pas tout, mais en partie, a été quand même spolié aux Palestiniens en 48. Mais c'est les deux principales bases du commerce. Et qui est le principal partenaire à l'époque économique d'Israël? C'est la France. D'accord? La France est le principal partenaire économique et de soutien à Israël. Le basculement arrive notamment en 66-67, où vous savez que De Gaulle est partisan du blocus, en tout cas d'envoi d'armes à Israël, parce qu'ils estiment que là, il y a franchissement de certaines lignes quand vous occupez un territoire. Et arrive à ce moment-là les États-Unis qui vont prendre le relais du soutien absolu à Israël. C'est intéressant de comprendre ça parce que c'est à ce moment-là notamment que l'économie israélienne passe d'une économie en partie socialisée à une économie complètement libéralisée et capitaliste. Parce que les Américains, vous êtes leur partenaire, mais ce n'est pas gratuit. Vous devez privatiser votre économie pour que ça soit ouvert en fait, au marché. Et donc à ce moment-là, en Israël, l'économie va complètement changer. Enfin complètement. Le commerce d'agrumes reste, mais va se mettre en place le complexe militaro-industriel israélien, grâce à l'aide américaine aussi, où on va installer en Israël tout un aspect d'entreprise lié notamment aux universités pour façonner du matériel militaire de très haute perfection, voilà, de très haute tenue, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Israël, on a un État qui est quasiment un laboratoire militaire pour beaucoup de pays. Les startups israéliennes sont la figure avancée d'Israël parce que sur les nouvelles technologies, ils sont vraiment à la pointe et on voit à quel point ils sont intriqués avec l'économie américaine, notamment de la Silicon Valley et tout ça, parce qu'il y a vraiment des liens qui sont faits. Et donc c'est un pays qui fonctionne comme ça, avec une véritable économie liée à l'économie de guerre. Sauf que Israël, en tant qu'État colonial, a aussi un deuxième aspect. Si on fait un peu de dialecte marxiste, Israël fonctionne avec deux bourgeoisies côte à côte en tant qu'État colonial. Une bourgeoisie capitaliste, les startups qu'on connaît tous, les grandes entreprises militaires israéliennes qui vendent et qui exportent leur expertise dans le monde entier, et une bourgeoisie coloniale. On oublie trop souvent qu'en 67, Israël met la main sur des territoires sans l'acheter, qu'elle va exploiter à sa guise en faisant spéculer le marché sur les territoires palestiniens grâce aux colonies, en utilisant la main-d'œuvre palestinienne à bon marché pour son économie qu'elle va payer quasiment rien, mais ça a été un bouleversement complet. Vous avez entre les années 60 et 70 en Israël un développement de la bourgeoisie, mais comme jamais dans un pays moderne ça a pu avoir lieu ces 50 dernières années. Ça a été absolument énorme. C'est aussi la raison pour laquelle, quand j'entends parfois l'idée qu'il faudrait simplement claquer des doigts, tracer des frontières pour faire deux États, ça me paraît être ahurissant comme discours. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire deux États. Ça veut dire qu'on continue à penser comme si on était en gros le 8 juin 67. Voilà. Non, Israël depuis 67 a mis des milliards dans la Cisjordanie pour les colonies. Et ça lui a rapporté également, je ne sais pas combien de dollars et de shekels. Donc cette économie fonctionne. Par contre, là où monsieur, évidemment, vous avez raison, ce pays ne peut pas en revanche fonctionner parce que vu qu'il n'est pas en paix avec ses voisins, il doit avoir une dépense militaire extravagante. On l'a dit, là ils vont passer dans le prochain budget potentiellement à 15 voire 20% du PIB. C'est intenable pour un pays comme Israël. Ça ne peut fonctionner que grâce à l'aide internationale, qui vient notamment des États-Unis et aussi de l'Union européenne. Il faut rappeler que Israël est le premier partenaire économique de l'Union européenne pour un pays qui n'est pas européen. Et l'accord de libre-échange, vous savez peut-être, c'est incroyable parfois le hasard, le jour où une délégation du Parlement européen a été refoulée à leur arrivée en Israël parce qu'ils devaient faire une visite des territoires palestiniens, il y avait notamment Rima Hassan dedans, ils ont été refoulés, le même jour étaient reçus au Parlement européen des responsables israéliens pour parler de l'accord de libre-échange. On est là aussi face à un jeu politique. Les députés européens ne sont pas désignés par le président Macron, ils sont élus par la population, qui a une stratégie évidemment à penser. Pour terminer sur la question de la démission des chefs militaires, si vous avez le temps et l'envie, allez lire les articles qui sont parus, et certains sont parus en français, sur le rapport qui a été émis il y a 48 heures maintenant par l'armée israélienne sur pourquoi elle a fait le 7 octobre. C'est sidérant.
c'est sidérant parce que ça montre toutes les fragilités d'un pays qui se croit justement trop puissant. Voilà. Je peux donner deux, trois éléments. Concrètement, jusqu'à 4 h du matin, tous les chefs militaires sont en discussion le 7 octobre au matin. Ils vont continuer. Ils sont tous en contact parce qu'il y a leurs agents infiltrés dans Gaza et d'autres qui annoncent qu'il se passe des choses bizarres. Tout l'état-major israélien, jusqu'à 4 h du matin, dit non, c'est un exercice. Ils n'ont pas les moyens de. Quand ils passent à l'action, le Hamas, les communications étant complètement coupées, eh bien, l'état-major israélien n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Parce que vous avez offensive terrestre, la barrière est sabotée, attaque par le voie aérienne et par les mers. On a des gens qui sont annoncés jusqu'à Ofakim. Ofakim, pardon, c'est très très loin dans le territoire israélien. La ville de Sderot, qui est une ville de milliers de personnes, qui est attaquée. L'état-major ne comprend pas ce qui se passe. Et au bout de quelques heures, on voit des images d'Israéliens ramenés dans Gaza. Si bien que les unités de l'armée sont envoyées dans des zones où il ne se passe rien. Ils ne savent pas où est-ce qu'il faut aller. Il n'y a pas de communication. L'hélicoptère qui arrive voit il y a de la fumée partout, c'est un carton. Donc évidemment que le chef militaire du renseignement de l'armée ont démissionné un par un parce qu'ils sont les responsables d'une des plus grandes tragédies pour l'histoire d'Israël en termes de sécurité. Mais allez voir ça, c'est fascinant de voir que jusqu'à 4 h du matin, ils étaient en communication. Il y avait plein d'indications qu'il se passait un truc bizarre. Ils ont estimé que non, le Hamas n'a pas les moyens. Bon. Et donc sur ça, évidemment, qu'il y a eu des démissions. En revanche, ça montre à quel point est-ce qu'en Israël aujourd'hui, il n'y a pas forcément de remise en question de la manière dont Israël a agi dans Gaza. Par contre, la volonté des Israéliens de mener une commission d'enquête, ça c'est important. L'idée qu'il faut une commission d'enquête indépendante sur 7 octobre, c'est, je ne dis pas un espoir, c'est un moyen peut-être qu'enfin on va pouvoir questionner cet enjeu-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à donner la parole aux soldats pour parler de ce qu'ils ont fait dans Gaza? J'y crois assez peu, évidemment. Mais pour autant, on verra ce qui se passe là. Commission. Ils vont faire de commission et Netanyahu ils vont l'enlever. Alors, c'est évidemment c'est évidemment l'enjeu pour Netanyahou d'empêcher, de retarder la commission d'enquête. Oui, mais attention, il ne faut pas non plus voir Israël comme un pays où Netanyahou il a beaucoup de pouvoir, mais il ne peut pas non plus tout empêcher. L'opposition, même s'ils ne sont pas pour Palestiniens, ils ne sont pas pour Netanyahou, et s'ils peuvent lui faire payer le 7 octobre, ils le feront payer, c'est certain. Donc eux, ils ne vont pas lâcher la commission d'enquête, et là actuellement, le rapport, c'est une bombe en Israël. Enfin, clairement, ça montre toutes les défaillances. Pour autant, ça ne veut pas dire pour autant que ça va aller jusqu'à l'avenir des Palestiniens. Non, ça c'est un sujet qui est mis de côté. Voilà. Sur l'enjeu de Barghouti, je finirai sur ça, enfin. Il faut savoir que depuis le premier jour des négociations, le Hamas met Mohamed Barghouti dans la liste des prisonniers à libérer, non pas parce que le Hamas est allé avec Barghouti, mais parce que le Hamas plaide pour un renouvellement complet de la classe politique palestinienne. Pour eux, il faut dégager Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, et ils estiment que Mohamed Barghouti fait partie des figures qui pourraient renouveler complètement l'appareil l'appareil politique palestinien. Il n'est pas le seul, mais c'est l'enjeu. Récemment, ce qu'on a appris, c'est que l'Égypte et le Qatar sont rentrés dans la danse. Alors il était déjà avant, mais là ils ont réaffirmé que pour eux, la phase 2 doit aller vers la libération de prisonniers politiques palestiniens de grande envergure, dont Mohamed Barghouti. L'Égypte a réaffirmé, encore récemment, elle ne lâcherait pas cet enjeu. Mais pourquoi l'Égypte fait ça? Parce que l'Égypte sait bien que sur la question palestinienne, ils ont compris que Mahmoud Abbas, c'est une voie sans issue, et que si on ne veut pas le Hamas, il faut quelqu'un qui puisse renouveler ça. Là, on va quand même être prudent, s'il vous plaît. Regardez dans quel état sortent les prisonniers palestiniens. Qui aujourd'hui sait dans quel état est Mohamed Barghouti, psychologiquement comme physiquement. Ils l'ont écarté. Ils l'ont isolé. On verra ce qui se passera dans les prochains mois. Merci. Bravo.